Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. L'histoire, profitez bien de l'histoire, tout le monde. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers les immenses baies vitrées de Knight Enterprises, peignant des traînées dorées sur le sol en marbre immaculé. Lila se tenait dans le hall caverneux, son reflet fracturé par les surfaces polies qui l'entouraient. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait la pochette en cuir, un poids bien plus lourd que sa simple présence physique ne le laissait supposer. À l'intérieur se trouvaient les preuves de la trahison de son beau-père, Victor Marshall, des dossiers financiers détaillés montrant que près de 2 millions de dollars avaient été systématiquement siphonnés de la fondation caritative de l'entreprise. Chaque document représentait une nouvelle fissure dans les fondations de son monde, un fil de plus dans la toile de mensonges qui avait piégé sa famille. L'agent de sécurité à l'accueil ne cessait de jeter des coups d'œil dans sa direction, remarquant peut-être à quel point elle semblait déplacée dans sa simple robe bleu marine, au milieu de ce défilé de costumes de pouvoir et de vêtements de créateurs. Lila avait dépensé ses dernières économies pour cette tenue, sachant que cette réunion pourrait déterminer non seulement son avenir, mais aussi le sort de son père. Elle porta la main à sa gorge pour toucher le petit médaillon en argent, dernier cadeau de sa mère avant son décès, 6 ans plus tôt. Ce geste familier ne lui apporta que peu de réconfort aujourd'hui. « Mademoiselle Lila ?» La voix de l'assistante de direction trancha le fil de ses pensées. « Monsieur Knight va vous recevoir. » Lila suivit le claquement des talons de l'assistante à travers le hall, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Le trajet en ascenseur jusqu'au 50e étage se fit en silence, hormis le doux bourdonnement de la machinerie et les battements sourds de son cœur. Elle aperçut son reflet dans les parois miroitantes, des yeux sombres écarquillés par l'appréhension, un teint café pâli par l'anxiété, et sa posture habituellement confiante trahissant sa peur. L'ascenseur s'ouvrit directement sur une réception qui semblait conçue pour intimider. Des œuvres d'art modernes, valant plus que son salaire annuel, ornaient les murs, tandis qu'une sculpture abstraite massive dominait le centre de la pièce. Le message était clair, c'était le domaine du pouvoir, de la richesse et de l'influence, bien au-delà de son monde. Par ici, indiqua l'assistante en la guidant vers une imposante double porte. Le bureau d'Elliot Knight était à la fois exactement ce à quoi elle s'attendait et totalement surprenant. L'espace était vaste, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville en contrebas. Mais plutôt que l'esthétique ultramoderne de la réception, le bureau dégageait une chaleur inattendue. Des meubles en bois riches, des livres reliés en cuir et ce qui semblait être des œuvres d'artistes locaux créaient une atmosphère puissante mais accessible. L'homme lui-même se tenait dos à la porte, contemplant la ville qu'il avait contribué à façonner. À 36 ans, Elliot Knight était devenu une légende dans les cercles d'affaires pour avoir bâti un empire à partir de rien. Les chroniques mondaines le dépeignaient comme impitoyable, brillant et impossiblement exigeant. Elle n'avait pas mentionné qu'il ferait s'arrêter son cœur. Il se retourna à leur entrée, et Lila ressentit la pleine force de sa présence. Grand, les épaules larges, il se tenait avec l'aisance naturelle de quelqu'un qui ne remet jamais en question sa place dans le monde. Son costume gris anthracite était impeccablement coupé, mais ce furent ses yeux qui captèrent son attention. Brun foncé et étonnamment perspicace. « Mademoiselle Lila, dit-il, d'une voix plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Je vous en prie, asseyez-vous. » L'assistante disparut, fermant les portes derrière elle avec un déclic feutré qui sembla sceller le sort de Lila. Elle s'installa au bord de l'un des fauteuils en cuir face au bureau, serrant la pochette comme un bouclier. « Je crois comprendre que vous avez quelque chose d'urgent à discuter. » Knight s'installa dans son fauteuil, l'étudiant avec une intensité qui lui fit picoter la peau. Lila déglutit difficilement, essayant de trouver sa voix. Le discours soigneusement préparé qu'elle avait répété toute la matinée s'évapora sous son regard. « M. Knight, je suis ici au sujet des fonds manquants de la fondation. » Son expression ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. « Continuez. » Les doigts tremblants, Lila ouvrit la pochette et commença à étaler les documents sur son bureau. Relevé bancaire. Registre de transfert. Rapport falsifié. La trace écrite de la destruction que son beau-père avait laissée dans son sillage. 2 millions de dollars, dit-elle doucement, détournés systématiquement au cours des 18 derniers mois. Knight prit l'un des documents, le parcourant avec une aisance habituée. Et vous portez cela à mon attention parce que c'était mon beau-père, Victor Marshall. Les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche. Et parce que je veux réparer les choses.
Il reposa le papier, se penchant en arrière dans son fauteuil. Ces fonds étaient destinés à des programmes d'éducation pour les enfants, à une aide médicale pour les familles dans le besoin, à des projets de développement communautaire. Le préjudice n'est pas seulement financier. Je sais. La voix de Lila se brisa légèrement. J'enseigne dans l'une des écoles qui reçoit le soutien de la Fondation. J'ai vu de mes propres yeux la différence que font ces programmes. Quelque chose traversa le visage de Knight. De la surprise, peut-être, ou de l'intérêt. Et pourtant, vous êtes ici pour défendre l'homme responsable. Non. Lila redressa l'échine, puisant dans des réserves de force qu'elle ne soupçonnait pas. Je suis ici pour offrir une solution. Mon beau-père a des actifs, des propriétés. J'ai la documentation pour tout. Ils peuvent être liquidés pour rembourser la fondation. C'est un début. Knight se leva et marcha vers la fenêtre. Le soleil couchant peignait son profil d'ombre et d'or. Mais cela ne règle pas la rupture de confiance, la réputation de la fondation, le scandale potentiel si cela devient public. Le cœur de Lila se serra. Elle savait que ce ne serait pas simple. Mais l'entendre le dire rendait la chose réelle. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, la voix chargée de larmes retenues. Je ferai n'importe quoi pour protéger mon père. Il est malade. Son cœur. Le stress d'une arrestation, l'emprisonnement. Cela le tuerait. » Knight se tourna vers elle, l'expression illisible. N'importe quoi. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, lourd de possibilités et de dangers. Lila soutint son regard fermement, malgré la peur qui coulait dans ses veines. Dans les limites légales et éthiques, oui. Je ne suis pas ici pour échanger un tort contre un autre. L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. Des principes admirables, mademoiselle Lila. Mais qu'offrez-vous exactement? Mon temps, mes compétences. Je peux travailler pour rembourser la dette, les nuits, les week-ends, tout ce qu'il faudra. Elle fit un geste vers les documents sur le bureau. J'ai trouvé tout cela. Je peux aider à empêcher que cela ne se reproduise, renforcer vos protocoles de sécurité, revoir les procédures. Une proposition intéressante. Knight retourna à son bureau mais resta debout, sa présence la dominant. Mais j'ai plein de comptables et de consultants en sécurité. Qu'est-ce qui vous rend unique? Lila se leva aussi, refusant de se laisser intimider. Parce que je tiens à la mission de la Fondation, aux gens qu'elle aide, au fait de réparer les choses. Elle prit une profonde inspiration. Et parce que je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour protéger ma famille tout en m'assurant que justice soit faite. Knight l'étudia un long moment et Lila eut l'impression qu'il voyait directement dans son âme. Finalement, il parla. 3 soirs. Pardon? La Fondation organise 3 événements caritatifs majeurs dans les 2 prochaines semaines. Des ventes aux enchères de gala, des soirées de bienfaisance. Essentiel pour maintenir les relations avec les donateurs et la confiance du public. Il prit l'un des documents, le retournant entre ses mains. Assistez-y avec moi. Aidez-moi à démontrer que tout va bien à la Fondation. Votre présence, en tant que personne liée aux 2 côtés de cette situation, pourrait aider à apaiser les inquiétudes qui pourraient surgir. L'esprit de Lila s'emballa. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait, mais cela semblait presque trop simple. Et en échange? En échange, nous gardons cette affaire privée. Votre beau-père procède à la restitution par la liquidation des actifs, comme vous l'avez suggéré. Pas de poursuite pénale. Pas de scandale public. Ses yeux se verrouillèrent aux siens. Mais, mademoiselle Lila, comprenez bien ceci. Si vous acceptez, vous devez vous engager pleinement dans le rôle. Ces événements exigent de la sophistication, du charme, la capacité de naviguer dans des eaux sociales complexes tout en maintenant une discrétion absolue. Les implications étaient claires. Elle devrait jouer le rôle de quelqu'un de son monde, quelqu'un digne d'être vu au bras d'Elliot Knight. Le défi était énorme. Mais les enjeux l'étaient encore plus. Avons-nous un accord? Knight tendit la main au-dessus du bureau. Lila regarda sa main tendue, puis son visage. Dans ses yeux, elle vit quelque chose d'inattendu, non pas la froideur d'un homme d'affaires concluant une transaction, mais une lueur plus chaleureuse, plus humaine. Cela lui donna l'espoir que cet arrangement pourrait peut-être être surmonté en gardant sa dignité intacte. Elle plaça sa main dans la sienne, essayant d'ignorer l'étincelle d'électricité qui la traversa au contact. Nous avons un accord, Monsieur Knight.
Elliot, s'il vous plaît. Si nous voulons être convaincants, nous devrions au moins nous appeler par nos prénoms. Elliot, répéta TL doucement, le nom semblant intime sur sa langue. Il relâcha sa main, mais la chaleur persista. Mon assistante vous contactera pour les détails. Le premier événement est demain soir. Il marqua une pause, puis ajouta, ne vous inquiétez pas pour la tenue. Tout sera arrangé. Lila rassembla ses documents d'une main tremblante, l'esprit tourbillonnant déjà face aux implications de ce qu'elle venait d'accepter. Alors qu'elle atteignait la porte, sa voix l'arrêta. Lila. Elle se retourna, surprise par l'utilisation de son prénom. Il l'observait avec cette même expression indéchiffrable. Vous êtes soit très courageuse, soit très imprudente d'être venue ici aujourd'hui. Je suis curieux de découvrir lequel des deux. Peut-être suis-je les deux, répondit-elle en croisant son regard une dernière fois. Peut-être bien. À demain soir. Lila quitta son bureau sur des jambes flageolantes, le poids de la pochette remplacé par le fardeau bien plus lourd de leur accord. Alors que l'ascenseur descendait, elle croisa à nouveau son reflet dans les parois miroitantes. La même femme la regardait, mais quelque chose avait changé. Dans ses yeux se mêlaient peur et détermination, désespoir et espoir. Elle toucha à nouveau le médaillon de sa mère, puisant de la force dans le métal familier. « Je vais arranger ça », murmura-t-elle à son reflet. « Quoi qu'il en coûte. » Le hall en marbre semblait différent à sa sortie, la lumière dorée du soleil remplacée par les bleus profonds du soir approchant. En sortant dans l'air rafraîchi, Lila sentit les premiers frémissements de quelque chose d'inattendu sous son anxiété et sa peur, une curiosité envers l'homme qu'elle venait de rencontrer, et les 3 soirées qui l'attendaient. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir alors, c'est comment ces 3 nuits allaient tout changer, son monde, son cœur, et le cours même de sa vie. Chapitre 2, la première soirée. La robe arriva précisément à 15 heures, apportée par un coursier ganté de blanc qui manipulait la housse comme si elle contenait de l'or filé. Les mains de Lila tremblaient en ouvrant la fermeture éclair, révélant une création qui lui coupa le souffle. La robe était bleu nuit, couleur de rêve et d'étoiles lointaines, avec des perles délicates qui accrochaient la lumière comme des gouttes de rosée à l'aube. Une note accompagnait la robe, écrite d'une écriture audacieuse et précise, pour la soirée de bienfaisance de l'hôpital pour enfants de ce soir. Une voiture arrivera à 19 heures. Dans la minuscule salle de bain de son appartement, elle passa des heures à se préparer, essayant de se transformer en quelqu'un digne d'une telle parure. Elle coiffa ses boucles naturelles en un chignon élégant, laissant quelques mèches encadrer son visage. La robe lui allait comme si elle avait été faite pour elle, ce qui, réalisa-t-elle en sursaut, était probablement le cas. À 19 heures précises, une élégante voiture noire s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur ouvrit la porte, révélant Elliot Knight assis à l'intérieur, son smoking le rendant encore plus ravageur qu'il ne l'avait été dans son costume d'affaires. Il se leva à son approche, ses yeux s'écarquillant légèrement alors qu'il découvrait son apparence. « Vous êtes... » Il s'interrompit, semblant chercher le mot juste. « Parfaite. » Le simple compliment diffusa une chaleur dans sa poitrine. « Merci », murmura-t-elle en acceptant sa main pour glisser dans la voiture. « La robe est magnifique. »« La robe n'est qu'un cadre », répondit-il d'une voix basse. « Vous êtes le chef-d'œuvre. » Le trajet vers la soirée fut empreint d'une douce tension, comme l'air avant un orage. Elliot la briefa sur la soirée à venir, les donateurs clés qu'elle rencontrerait, les récentes réalisations de la fondation, la politique délicate de la philanthropie. Lila absorba tout, déterminée à ne pas le décevoir. « Souvenez-vous, dit-il alors qu'ils approchaient du lieu, ce soir ne concerne pas l'argent qui a été pris, il s'agit des enfants que nous aidons. » Son utilisation du nous ne lui échappa pas. « Je comprends. » Le gala de l'hôpital pour enfants se tenait dans l'hôtel le plus prestigieux de la ville, sa grande salle de bal transformée en un pays des merveilles scintillant. Des lustres en cristal projetaient une lumière arc-en-ciel sur la foule, tandis qu'une douce musique classique tissait sa toile dans l'air. Lila sentit le poids des regards sur eux alors qu'ils entraient, la main d'Elliot reposant légèrement au creux de ses reins. « Elliot !» Une femme dans la soixantaine s'approcha, ruisselante de diamants et de bienveillance. « Nous commencions à penser que vous ne viendriez pas. » Madame Silverstone, sourit chaleureusement Elliot. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Puis-je vous présenter Lila, l'une des plus ferventes défenseurs de notre fondation? Lila ressentit une vague de gratitude pour cette introduction soignée techniquement vraie, tout en ne révélant rien de leur arrangement compliqué. Elle sourit et tendit la main. « C'est merveilleux de vous rencontrer.
je lisais justement des articles sur votre travail avec l'aile d'oncologie pédiatrique. Les yeux de Madame Silverstone s'illuminèrent, et bientôt elles furent plongées dans une conversation sur les dernières initiatives de l'hôpital. Lila parlait avec son cœur des enfants à qui elle enseignait et qui avaient bénéficié des programmes d'assistance médicale de la Fondation. Elle n'avait pas besoin de feindre sa passion ou ses connaissances, c'était son monde, même si la salle de bal étincelante ne l'était pas. Alors qu'il se déplaçait dans la foule, Lila sentait fréquemment le regard d'Elliot sur elle. Chaque fois qu'elle naviguait avec succès dans une conversation ou charmait un autre donateur, elle captait un éclair dans ses yeux. De l'approbation, peut-être, ou de la surprise. Pendant le dîner, ils furent assis avec le chef de pédiatrie de l'hôpital et plusieurs grands donateurs. La conversation coulait facilement, touchant à tout, des dernières technologies médicales au programme artistique que Lila avait aidé à établir dans son école. « Vous n'avez jamais mentionné que vous étiez une artiste », murmura Elliot alors qu'on débarrassait les assiettes. « Il y a beaucoup de choses que nous ignorons l'un sur l'autre », répondit-elle doucement. Ses yeux retinrent les siens un instant de plus que nécessaire. « Je commence à m'en rendre compte. » Après le dîner vint la danse. Elliot la guida sur la piste alors que l'orchestre entamait une valse, sa main chaude contre la sienne, son autre main posée convenablement à sa taille. Ils bougeaient ensemble comme s'ils avaient dansé 1000 fois auparavant. « Vous êtes pleine de surprises, dit-il alors qu'il tournoyait devant d'autres couples. « Où avez-vous appris à danser comme ça ?»« Ma mère, répondit Lila, un sourire doux amer touchant ses lèvres. Elle croyait que chaque fille devait savoir valser. Nous nous entraînions dans notre salon, comptant les pas pendant que mon père passait de vieux disques. « Parlez-moi d'elle, dit Elliot, la voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Alors elle le fit. Tout en dansant, Lila partagea des histoires sur la force de sa mère, sa créativité, sa croyance inébranlable en l'éducation comme clé d'un avenir meilleur. Elle parla de la maladie qui l'avait emporté trop tôt et de la façon dont Victor Marshall était entré dans leur vie par la suite, promettant de prendre soin d'eux. « Vous étiez jeune, observa Elliot. Trop jeune pour voir quel genre d'homme il était vraiment. Mon père se noyait dans le chagrin et les factures médicales, dit Lila calmement. Victor semblait être une réponse à nos prières. Le temps que nous réalisions la vérité. Elle laissa sa phrase en suspens, le poids des événements récents pesant sur elle. La main d'Elliot se resserra légèrement à sa taille. Vous n'êtes pas responsable de ces actes. Ne le suis-je pas? J'ai vu les signes, les appels tardifs, les réunions mystérieuses, la façon dont il esquivait les questions sur les finances de la Fondation. J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. Vous faites quelque chose maintenant, lui rappela-t-il. Cela demande du courage. La musique changea pour quelque chose de plus lent, plus intime. Sans en discuter, ils ajustèrent leur posture, se rapprochant. Lila pouvait sentir le battement régulier de son cœur, respirer les notes subtiles de son eau de Cologne. « Puis-je vous montrer quelque chose ?» demanda-t-il à la fin de la chanson. À son signe de tête, il l'entraîna loin de la salle de bal, à travers une série de portes-fenêtres ouvrant sur un jardin privé. L'air nocturne était frais et doux, des guirlandes lumineuses scintillant dans les arbres soigneusement taillés. Une fontaine gargouillait à proximité, son son se mêlant à la musique étouffée venant de l'intérieur. « Ce jardin est ma partie préférée de l'hôtel, » dit Elliot en la guidant le long d'un chemin sinueux. « Il me rappelle d'où je suis parti. » « Que voulez-vous dire ?» Il s'arrêta près d'un rosier, ses fleurs pâles sous le clair de lune. « Mon premier travail était aide-jardinier. Salaire minimum, longues heures au soleil. Mais j'ai appris quelque chose de précieux. Avec de la patience et des soins, de belles choses peuvent pousser dans les endroits les plus improbables. » Lila étudia son profil, voyant au-delà du puissant homme d'affaires le jeune homme qui s'était construit à partir de rien. « Est-ce pour cela que vous avez créé la Fondation ? » En partie. Il se tourna pour lui faire face. Je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide, d'avoir du potentiel mais de manquer de ressources. La Fondation n'est pas juste de la charité, c'est un investissement dans le potentiel humain. Ce qui rend ce que Victor a fait encore pire, dit Lila doucement. Regardez-moi. Sa voix était ferme mais bienveillante. Quand elle croisa son regard, il continua, ce soir, je vous ai regardé défendre notre cause, créer des liens avec les donateurs, inspirer les gens à donner plus. Vous n'avez pas juste porté une jolie robe et souri, vous leur avez montré l'impact réel de ce que nous faisons. Cela compte plus que l'argent que votre beau-père a pris. Les larmes piquèrent les yeux de Lila. Vous n'êtes en rien comme je l'imaginais, murmura-t-elle.
Vous non plus. Sa main vint essuyer une larme qui s'était échappée sur sa joue. Le contact était léger comme une plume mais envoya de l'électricité à travers elle. Quand vous êtes entré dans mon bureau hier, je pensais vous avoir cerné, une autre fille de la haute société essayant de réparer les erreurs de papa. Je n'ai jamais été aussi heureux d'avoir tort. Ils se tenaient là dans le jardin au clair de lune, le moment s'étirant entre eux comme du verre filé. Lila était extrêmement consciente de leur proximité, de la chaleur de sa main qui avait bougé pour envelopper sa joue, de la façon dont ses yeux semblaient contenir des galaxies entières. Un éclat de rire venant de la salle de bal rompit le charme. Elliot laissa tomber sa main, reculant d'un petit pas. Nous devrions retourner. Il y a encore des gens que vous devez rencontrer. Lila hocha la tête, essayant de ralentir son cœur qui s'emballait. Alors qu'il marchait vers la lumière et la musique, elle se sentait différente, plus forte, en quelque sorte plus sûre d'elle. Quel que soit cet arrangement entre eux, il avait basculé ce soir vers quelque chose de plus complexe qu'un simple accord commercial. Le reste de la soirée passa dans un flou de présentation et de conversation. Lila joua son rôle parfaitement, mais elle était de plus en plus consciente de la présence d'Elliot, de la façon dont sa main trouvait le creux de ses reins pour la guider dans la foule, de la façon dont ses yeux cherchaient les siens à travers la pièce. Quand la voiture la déposa finalement à son appartement aux petites heures du matin, Lila eut l'impression de sortir d'un rêve. Mais le souvenir du contact d'Elliot sur sa joue, la chaleur dans ses yeux alors qu'il l'avait regardé danser. Cela semblait plus réel que tout le reste dans sa vie ordinaire. Elle suspendit soigneusement la magnifique robe, ses doigts s'attardant sur les perles. Encore 2 soirs, se rappela-t-elle. Encore 2 soirs pour naviguer dans cette danse délicate entre obligation et attirance, entre passé et futur, entre la femme qu'elle était et celle qu'elle devenait. Alors qu'elle sombrait finalement dans le sommeil, les rêves de Lila furent remplis de jardins au clair de lune et de l'écho d'une valse. Dans ses rêves, elle dansait avec un homme dont les yeux contenaient des galaxies et dont le contact pouvait faire oublier à son cœur toutes les raisons pour lesquelles tomber amoureuse de lui serait dangereux. La première nuit était terminée, mais ses effets se répercuteraient sur tout ce qui allait suivre, les changeant tous les deux d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Chapitre 3, une compréhension inattendue. Le grand hall du Metropolitan Museum avait été transformé pour la vente aux enchères annuelles d'art de la Fondation. Peintures et sculptures bordaient les murs, chaque pièce soigneusement choisie pour représenter l'espoir, la guérison et la capacité de l'humanité à grandir. Lila se tenait devant une toile particulièrement frappante, se perdant dans les tourbillons de couleurs qui semblaient pulser de leur propre lumière intérieure. La robe de ce soir était en soie vert émeraude, chuchotant contre le sol en marbre à chacun de ses mouvements. Contrairement à l'élégance de conte de fées de la veille, cette robe parlait de sophistication et d'un pouvoir subtil. Ses cheveux tombaient en vagues douces dans son dos, et le seul bijou qu'elle portait était le médaillon de sa mère. Elliot avait précisé que l'attention de la vente devait se porter sur l'art, pas sur les participants. C'est l'une de mes préférées. La voix d'Elliot vint de derrière elle, envoyant un frisson le long de son échine. L'artiste a été l'une de nos premières bénéficiaires de bourse. Lila se tourna pour lui faire face, remarquant à quel point le smoking classique semblait avoir été inventé pour lui. Parlez-moi d'elle, dit-elle doucement. Elena Wong. Elle avait 16 ans, vivait dans un refuge avec sa mère après avoir échappé à une situation abusive. Il s'approcha pour se tenir à ses côtés, tous deux face au tableau. La fondation a fourni des fournitures artistiques, une thérapie, une éducation. Maintenant, elle enseigne à l'Institut d'art et encadre d'autres jeunes artistes. Les couleurs. Lila traça l'air devant la toile, suivant une traînée de bleu particulièrement vibrante. Elles sont comme des émotions rendues visibles. C'est exactement ce qu'elle a dit lorsqu'elle en a fait don. Elliot observait la main de Lila bouger dans l'air. Vous comprenez l'art. Je comprends le besoin de créer de la beauté à partir de la douleur. Elle baissa la main, sentant ses yeux sur son profil. Parfois, c'est la seule façon de survivre. Le moment s'étira entre eux, lourd d'une compréhension tacite. Puis la conservatrice s'approcha, brisant leur bulle privée avec la logistique de la soirée à venir. Lila écouta attentivement alors que la femme expliquait les procédures de la vente aux enchères et soulignait les pièces clés qu'il devait promouvoir auprès de donateurs spécifiques. Mademoiselle Lila m'assistera pour la section contemporaine, informa Elliot à la conservatrice. Elle a un œil certain pour les artistes émergents. Les sourcils de la conservatrice se levèrent légèrement, mais elle se reprit rapidement. Bien sûr. Le groupe Carter est particulièrement intéressé par cette catégorie. Il cherche à faire un don important ce soir.
Alors qu'il se déplaçait à travers la foule grandissante, Lila se sentait plus confiante qu'elle ne l'avait été lors de la soirée précédente. L'art était une langue qu'elle parlait couramment, ayant passé d'innombrables heures dans les musées pendant ses années universitaires, étudiant comment différents artistes traduisaient l'expérience humaine en forme visuelle. Le travail au pinceau ici, expliqua-t-elle à un couple intéressé, montre le voyage de l'artiste du chaos vers l'ordre. Voyez comment les traits deviennent plus contrôlés à mesure que votre œil traverse la toile? Cela reflète la mission de la Fondation, aider les gens à trouver leur chemin de la turbulence vers la stabilité. Elliot, parlant avec un autre groupe à proximité, croisa son regard et sourit. La chaleur de son expression fit battre son cœur. La vente aux enchères elle-même fut un cours magistral de collecte de fonds sophistiqués. Elliot travaillait la salle avec une aisance rodée. Mais Lila remarqua comment il semblait toujours conscient de son emplacement, comment son corps s'orientait vers elle-même lorsqu'il parlait à d'autres. Lorsqu'elle réussit à convaincre le groupe Carter d'enchérir sur 3 œuvres d'artistes émergents, sa main trouva le creux de ses reins, le contact diffusant une chaleur dans tout son corps. Lors d'une brève accalmie, ils se retrouvèrent dans un coin tranquille de la galerie. « Vous êtes remarquable, » dit doucement Elliot. « Tout le monde est enchanté par vous. »« Je suis juste honnête à propos de l'art, » objecta Lila. « Ces pièces parlent d'elles-mêmes. »« C'est plus que ça. » Il se tourna complètement vers elle. « Vous voyez l'histoire derrière chaque pièce, l'humanité dans les coups de pinceau. Il est rare de trouver quelqu'un qui regarde au-delà de la surface. » Leurs yeux se rencontrèrent, et Lila sentit l'air entre eux se charger de possibilités. « Parfois, » dit-elle prudemment, « les belles choses cachent des vérités douloureuses. »« Comme vous ?» La question était douce mais directe. Le souffle de Lila se bloqua. « Je ne cache rien. Vous savez pourquoi je suis ici. »« Vraiment ?» Il s'approcha, sa voix baissant d'un ton. « Parce que la femme avec qui j'ai passé ces soirées semble très différente de la fille désespérée qui est entrée dans mon bureau. »« Peut-être que je suis les deux, » murmura-t-elle, faisant écho à ces mots de leur première rencontre. « Peut-être que nous avons tous différentes facettes, différentes histoires. »« Racontez-m'en une des vôtres, » suggéra-t-il, la guidant vers une alcôve isolée où un petit jardin de sculptures créait un espace intime. Quelque chose de vrai. Lila toucha le médaillon de sa mère, puisant de la force dans sa présence familière. Quand j'étais plus jeune, avant que ma mère ne tombe malade, nous avions l'habitude de visiter cette petite galerie dans notre quartier. Le propriétaire me laissait m'asseoir pendant des heures, dessinant les tableaux. Je voulais être artiste, à l'époque. Qu'est-ce qui a changé? La réalité. Les factures médicales, le besoin d'un revenu stable. Elle sourit tristement. Enseigner l'art aux enfants est devenu mon compromis, une façon de garder le rêve vivant tout en étant pragmatique. Et maintenant? Créez-vous toujours? Parfois. Tard le soir, quand je n'arrive pas à dormir. Elle baissa les yeux vers ses mains. J'ai un tiroir plein de croquis que je n'ai jamais montré à personne. J'aimerais les voir un jour, dit Elliot calmement. La simple déclaration, l'hypothèse d'un avenir au-delà de leur arrangement de 3 soirs, fit s'emballer le cœur de Lila. À votre tour, dit-elle, essayant de se stabiliser. Dites-moi quelque chose de vrai sur vous. Il resta silencieux un moment, réfléchissant. Quand je montais l'entreprise, j'ai vécu dans ma voiture pendant 6 mois. Je me douchais dans une salle de sport, travaillais depuis les bibliothèques publiques, portais les 3 mêmes costumes tournés avec soin pour maintenir les apparences. Chaque matin, je me garais devant ce musée et je regardais les gens entrer et sortir, me promettant qu'un jour je pourrais franchir ces portes sans compter le prix de l'entrée. Lila étudia son visage, voyant au-delà de l'extérieur poli la faim et la détermination qui avaient dû le guider. C'est pour cela que vous avez lancé la fondation. En partie. Il sourit légèrement. Je me souviens de ce que c'est d'avoir du potentiel mais de manquer de ressources. De savoir que l'on pourrait accomplir quelque chose si l'on avait juste une chance. Son expression s'assombrit. C'est pourquoi les actions de votre beau-père m'ont frappé si fort. Cet argent n'était pas juste des chiffres sur une page, c'était des opportunités volées à des gens qui en avaient besoin. La honte envahit Lila. Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Non. Sa main saisit doucement son menton, la forçant à croiser son regard. Nous avons déjà parlé de ça. Vous n'êtes pas responsable de ces choix. Mais je suis responsable de réparer les choses, insista-t-elle. Est-ce tout ce que cela représente pour vous? Réparer les choses?
La question resta suspendue dans l'air entre eux, lourde de sous-entendus. Le cœur de Lila battait la chamade alors qu'elle réalisait à quel point ils étaient proches, comment sa main avait bougé de son menton pour envelopper sa joue, comment ses yeux semblaient l'attirer comme la gravité. Commença-t-elle. Mais elle fut interrompue par la conservatrice appelant l'attention d'Elliot. Un donateur majeur avait besoin de son avis sur une guerre d'enchères qui avait éclaté sur l'une des pièces maîtresses. Le moment vola en éclats comme du verre filé. Elliot laissa tomber sa main, bien que ses yeux s'attardassent sur son visage. Nous devrions y retourner. Le reste de la soirée passa dans un flou de conscience accru. Chaque contact accidentel, chaque regard partagé, chaque moment où leurs chemins se croisaient semblait chargé d'une nouvelle signification. Lila se surprenait à le regarder quand il ne la voyait pas, la façon dont il commandait l'attention sans la chercher, comment son sourire s'adoucissait lorsqu'il parlait du travail de la fondation, l'intérêt sincère qu'il montrait pour chaque personne avec qui il parlait. Alors qu'il travaillait la salle, elle commença à remarquer de petites choses qu'elle n'avait pas vues auparavant, comment il se positionnait toujours entre elle et les grands groupes, créant une zone tampon quand elle semblait dépassée, comment il guidait subtilement les conversations loin des sujets qui la mettaient mal à l'aise. Comment sa main trouvait son coude ou le bas de son dos, non pas de manière possessive, mais en soutien. La vente aux enchères fut un immense succès, levant plus du double du total de l'année précédente. Alors que la soirée touchait à sa fin, Lila se retrouva de nouveau devant la peinture d'Elena Wong, laissant ses couleurs tourbillonnantes calmer ses pensées galopantes. « Toujours votre préféré ?» demanda Elliot, apparaissant à ses côtés. « Elle me rappelle quelque chose que ma mère avait l'habitude de dire », répondit Lila. Que l'art ne consiste pas à faire de jolies images, mais à faire en sorte que les gens se sentent moins seuls. Votre mère semblait être une femme sage. Elle l'était. Lila toucha son médaillon. Elle vous aurait apprécié, je pense. La simple déclaration sembla le toucher profondément. Ils restèrent dans un silence complice un moment avant qu'il ne parle à nouveau. La voiture attend. Puis-je vous raccompagner? Le trajet fut silencieux, rempli de mots non dits et de regards persistants. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant son immeuble, Elliot sortit pour lui ouvrir la porte, l'aidant à sortir de la voiture avec une grâce de gentleman. « Merci, dit-elle doucement. De m'avoir fait confiance pour ce soir. Merci d'avoir prouvé que ma confiance était bien placée. » Il marqua une pause, puis ajouta « Encore un soir. » Le rappel de leur arrangement envoya une douleur dans sa poitrine. « Encore un soir, fit-elle en écho. Il tendit la main, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant juste un instant contre sa peau. « Dormez bien, Lila. » Elle regarda la voiture disparaître dans la nuit, sa peau picotant encore là où il l'avait touchée. À l'intérieur de son appartement, elle suspendit soigneusement la robe émeraude, essayant de ne pas penser à quel point son placard semblerait vide quand ces morceaux d'emprunt de glamour seraient partis. En se préparant pour se coucher, Lila croisa son reflet dans le miroir et se reconnut à peine. Ce n'était pas le maquillage sophistiqué ou la coiffure élégante. C'était le regard dans ses yeux, la façon dont elle se tenait, comme si quelque chose de fondamental avait changé en elle. Elle sortit son carnet de croquis pour la première fois depuis des mois, laissant son crayon tracer les lignes de sa mémoire, la courbe de son sourire, la force de ses mains, la chaleur dans ses yeux quand il la regardait. Le dessin prit forme sous ses doigts, devenant plus qu'un simple portrait. C'était une confession en graphite et en ombre, une vérité qu'elle n'était pas prête à dire à voix haute. Encore un soir, pensa-t-elle en sombrant finalement dans le sommeil. Encore un soir pour prétendre que cela pourrait être réel, qu'elle pourrait appartenir à son monde d'art, d'élégance et de possibilités. Mais alors qu'elle rêvait, son esprit rejouait le moment dans le jardin de sculpture, la sensation de sa main sur sa joue, la question dans ses yeux à laquelle elle n'avait pas eu la chance de répondre. Et dans ses rêves, elle était assez courageuse pour lui dire la vérité, que c'était devenu bien plus qu'une simple question de réparer les choses. Chapitre 4, une connexion grandissante. La salle symphonique brillait comme un joyau dans la lumière du soir, son architecture classique témoignant d'une beauté intemporelle. À l'intérieur, l'atmosphère crépitait d'anticipation, non seulement pour la performance de la nuit, mais pour ce qu'elle représentait. C'était la dernière soirée de l'arrangement entre Lila et Elliot, et tous deux sentaient le poids de la fin planer au-dessus d'eux comme une ombre. La robe de ce soir était différente des autres, une création bordeaux profond qui semblait capturer et retenir la lumière, donnant à Lila l'apparence de briller de l'intérieur. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant, exposant la ligne gracieuse de son cou. Lorsqu'elle s'était vue dans le miroir, elle avait à peine reconnu la femme sophistiquée qui la regardait.
Le trajet en voiture jusqu'à l'opéra avait été plus silencieux que d'habitude, rempli de non-dits et de regards dérobés. Elliot était particulièrement beau dans son smoking, mais il y avait une tension dans sa mâchoire qui n'était pas là auparavant. Plusieurs fois, il sembla sur le point de parler, pour finalement se taire à nouveau. Maintenant, alors qu'il traversait le grand foyer, Lila était extrêmement consciente de sa main au bas de son dos, de la façon dont il semblait naturel de marcher à ses côtés, de combien Dieu suivait leur progression. En seulement 3 soirs, ils étaient devenus un couple reconnu dans ce monde scintillant de philanthropie et de pouvoir. Le programme de ce soir est particulièrement spécial, murmura Elliot alors qu'il saluait divers membres du conseil d'administration de la fondation. La symphonie numéro 6 de Tchaïkovski, la pathétique. C'était sa symphonie finale, écrite du plus profond de son âme. Je la connais, répondit Lila doucement. Ma mère passait des enregistrements pendant qu'elle peignait. Elle disait que c'était comme écouter un chagrin d'amour de la plus belle manière possible. Sa main se resserra légèrement à sa taille. Vous continuez de me surprendre. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent abordés par un couple âgé élégant, les principaux mécènes de l'orchestre symphonique. Lila regarda Elliot engager avec fluidité la conversation sur la nouvelle initiative d'éducation musicale de la Fondation, fournissant des instruments et des leçons aux enfants défavorisés. En fait, dit-il en l'intégrant à la conversation, Lila a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre du programme dans son école. Les résultats ont été remarquables. Lila se retrouva à décrire comment la musique avait transformé certains de ses élèves les plus en difficulté, leur donnant une voix et un but. Pendant qu'elle parlait, elle sentait les yeux d'Elliot sur elle, voyait la chaleur dans son expression lorsqu'elle jetait un coup d'œil dans sa direction. Les lumières clignotèrent, signalant qu'il était temps de prendre place. L'horloge était parfaitement positionnée, offrant une vue intime sur l'orchestre tout en maintenant un sentiment d'intimité. Alors qu'ils s'installaient, Lila devint consciente de leur proximité, de la façon dont leurs bras se frôlaient chaque fois que l'un d'eux bougeait. Les premières notes de la symphonie remplirent la salle, riches et profondes, pleines de nostalgie. Lila ferma les yeux, laissant la musique la submerger. Lorsqu'elle les rouvrit, elle trouva Elliot la regardant elle au lieu de l'orchestre, une intensité dans son regard qui lui coupa le souffle. Lentement, délibérément, il chercha sa main là où elle reposait sur la coudoir entre eux, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Le contact envoya de l'électricité dans ses veines. Ils restèrent ainsi pendant tout le premier mouvement, connectés par ce simple point de contact, aucun ne voulant rompre le charme. Pendant l'entracte, ils restèrent dans leur loge, parlant à voix basse de tout et de rien. Leurs compositeurs préférés, des souvenirs d'enfance, des rêves qu'ils avaient gardés près de leur cœur. C'était la conversation la plus personnelle qu'ils aient eue jusqu'à présent. Elle semblait aussi naturelle que de respirer. Mon père disait que la musique était la façon dont Dieu nous rappelait que nous ne sommes pas seuls, dit Lila, s'appuyant contre la rambarde du balcon. Que peu importe ce que nous ressentons, quelqu'un d'autre l'a ressenti aussi, assez fort pour le transformer en chanson. Un homme sage, répondit Elliot, se tenant assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Est-ce pour cela que vous vous êtes battu si fort pour garder le programme artistique dans votre école? En partie. Elle se tourna pour lui faire face. L'art. La musique. Ce ne sont pas des luxes. Ce sont des bouées de sauvetage. Parfois, c'est la seule façon d'exprimer ce qui est trop grand pour les mots. Comme ce que vous ressentez en ce moment? Sa voix était douce, ses yeux cherchant les siens. Le cœur de Lila tonna dans sa poitrine. BZZZT. Son téléphone vibra dans sa pochette, l'intrusion brutale de la réalité brisant le moment. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et sentit son sang se glacer. 3 appels manqués de Victor. Elliot remarqua immédiatement son changement d'expression. Qu'est-ce qu'il y a? Mon beau-père, murmura-t-elle, sa main tremblant légèrement en rangeant le téléphone. Il n'arrête pas d'appeler. Vous a-t-il mis la pression au sujet de notre arrangement? Non, je ne lui ai pas donné les détails, mais il continue de poser des questions, voulant savoir si tout est réglé. Elle enroula ses bras autour d'elle-même, soudainement glacée malgré la chaleur de la soirée. Elliot s'approcha, sa présence solide et rassurante. Vous n'avez plus à gérer cela toute seule. N'est-ce pas le cas? Elle leva les yeux vers lui, la vulnérabilité claire dans son regard. Après ce soir, notre arrangement est terminé. Vous avez été plus que généreux, me donnant cette chance de réparer les choses, mais ne faisons pas semblant que c'est plus que ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est, exactement, selon vous?
Il saisit doucement son menton, la forçant à maintenir le contact visuel. Parce que de là où je suis, cela a cessé d'être juste un arrangement quelque part entre votre passion pour l'art et la façon dont vous vous illuminez en parlant de vos élèves. Le deuxième mouvement commença en contrebas, la musique enflant d'espoir et de désir. Lila sentit les larmes piquer ses yeux. « S'il vous plaît, ne faites pas ça », murmura-t-elle. « Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Restez pour une soirée de plus, dit-il soudainement. Pas pour un marché ou un arrangement. Juste parce que vous le voulez. » L'invitation resta suspendue dans l'air entre eux, pleine de possibilités et de dangers. Avant que Lila ne puisse répondre, ils furent interrompus par le retour d'autres mécènes dans les loges voisines. Le moment se brisa, les laissant tous deux douloureux de mots non dits. Le reste de la performance passa dans un brouillard d'émotions, la musique semblant exprimer tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Pendant le célèbre adagio lamentoso, Lila sentit des larmes couler sur ses joues. Sans un mot, Elliot lui offrit son mouchoir, ses doigts frôlant les siens dans un contact qui ressemblait à une promesse. Alors que les dernières notes s'estompaient, le public éclata en applaudissements, mais Lila et Elliot restèrent immobiles, piégés dans leur monde privé de sentiments inexprimés et de choix impossibles. Le retour fut rempli d'un silence électrique. Lorsqu'ils atteignirent son immeuble, Elliot sortit pour lui ouvrir la porte, comme toujours, mais cette fois, il garda sa main après l'avoir aidé à sortir de la voiture. « À propos de ce que j'ai dit, » murmura-t-il, son pouce traçant des cercles dans sa paume. « Une soirée de plus. Pas d'attente, pas d'arrangement. Juste nous. » Lila leva les yeux vers lui, voyant la sincérité dans son regard, la vulnérabilité pleine d'espoir qui correspondait à la sienne. « Je vais y réfléchir, » promit-elle doucement. Il porta sa main à ses lèvres, déposant un baiser doux sur ses articulations. Le geste était vieux jeu, romantique, et fit sauter plusieurs battements à son cœur. « Bonne nuit, Lila, » dit-il, la voix riche d'une émotion inexprimée. Elle regarda la voiture disparaître dans la nuit, sa main picotant encore là où ses lèvres l'avaient touchée. À l'intérieur de son appartement, elle suspendit soigneusement la robe bordeaux, essayant de ne pas penser que ce pourrait être la dernière robe de ce genre qu'elle porterait jamais. Alors qu'elle se préparait pour le lit, son téléphone vibra à nouveau. Victor. Cette fois, elle laissa aller sur la messagerie, ne voulant pas que sa voix entache le souvenir de cette soirée. Mais sa persistance la laissa mal à l'aise, un nuage sombre menaçant la qualité onirique des 3 dernières nuits. Assise à son petit bureau, Lila sortit son carnet de croquis et commença à dessiner. Les images coulaient de son crayon, le profil d'Elliot dans la loge symphonique, leurs mains jointes, la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le remarquerait pas. Chaque croquis était un souvenir, un moment qu'elle voulait préserver avant que la réalité ne la reprenne. Le dernier dessin était différent, une sorte d'autoportrait, la montrant telle qu'elle apparaissait ce soir dans la robe bordeaux, mais avec des ombres s'insinuant au bord de la page. Il capturait exactement ce qu'elle ressentait, prise entre deux mondes, entre qui elle était et qui elle pourrait être, entre le devoir et le désir. Alors qu'elle se couchait enfin pour dormir, l'esprit de Lila tourbillonnait de possibilités. L'invitation d'Elliot résonnait dans ses pensées, la tentant avec la promesse de plus de soirées, plus de regards partagés, plus de cette connexion qui avait grandi entre eux comme une fleur délicate poussant à travers le béton. Mais les appels manqués de Victor pesaient sur sa conscience, lui rappelant ses obligations et les conséquences. Toute chose a un prix. Elle le savait mieux que quiconque. Et la question demeurait, quel prix faudrait-il payer pour suivre son cœur, ses rêves? Cette nuit-là, ses songes ne furent qu'un chaos mêlant musique et souvenirs, la symphonie de Tchaïkovski s'entremêlait aux scènes des 3 dernières soirées, chaque instant teinté à la fois de joie et de mélancolie. Et à travers tout cela, la voix d'Elliot lui demandant de rester, lui offrant un choix qu'elle n'avait jamais pensé avoir à faire. Ce qu'elle ignorait, alors qu'elle glissait finalement vers un sommeil plus profond, c'était que des forces étaient déjà en mouvement. Des forces qui allaient décider pour elle, qui allaient mettre à l'épreuve non seulement leurs sentiments naissants, mais aussi tout ce qu'ils croyaient savoir sur la confiance, la vérité et le prix de la liberté. Chapitre 5, le point de rupture. Le soir qui aurait dû marquer leur 4e rencontre s'annonça sous un ciel gris et menaçant, comme si le temps lui-même pressentait le tournant décisif qui s'amorçait. Elliot passa la journée distrait, consultant son téléphone plus souvent qu'il ne l'avait fait depuis des années, espérant voir un message de Lila confirmant sa venue. Le restaurant qu'il avait choisi était intime, loin des scènes mondaines étincelantes de leur soirée précédente, un petit établissement italien dans le quartier historique, où le chef façonnait encore ses pâtes à la main et où la cave à vin recelait des secrets transmis de génération en génération.
Il avait demandé une table discrète dans un coin, ne voulant aucune distraction pour ce qu'il espérait être le début de quelque chose de réel. Mais 19 heures passèrent, puis le temps s'étira, la bouteille de Barolo soigneusement sélectionnée restait scellée, et les bougies se consumaient minute après minute. Elliot ressentit une chose qu'il n'avait pas éprouvée depuis des lustres, une véritable anxiété. Ses doigts tambourinaient sur la nappe d'un blanc immaculé alors qu'il vérifiait son téléphone pour la 100e fois. Aucun message, aucun appel, rien. À 20 heures, toujours rien. L'inquiétude avait pris le pas sur la déception. Cela ne ressemblait pas à Lila. Même si elle avait décidé de ne pas poursuivre ce qui naissait entre eux, elle l'aurait prévenu. Elle était trop prévenante, trop honnête pour disparaître simplement. Le trajet jusqu'à son appartement fut tendu, son calme habituel remplacé par un sentiment croissant de malaise. Le portier le reconnut immédiatement, mais son expression ne fit qu'aggraver l'inquiétude d'Elliot. « Mademoiselle Lila est partie tôt ce matin, monsieur, dit-il en se dandinant, mal à l'aise. Il y a eu un incident. Son beau-père est passé. » Le sang d'Elliot se glaça. Quel genre d'incident? Il y a eu des cris. J'étais sur le point d'appeler la police, mais elle est partie avec lui. Elle a dit que tout allait bien, mais... Le portier hésita. Elle n'avait pas l'air d'aller bien, monsieur. La montée en ascenseur jusqu'à son étage sembla interminable. L'esprit d'Elliot envisageait toutes les possibilités, chaque scénario pire que le précédent. Arrivé devant sa porte, il frappa fermement, appelant son nom. Le silence lui répondit. Il s'apprêtait à faire demi-tour lorsqu'il entendit du mouvement à l'intérieur. La porte s'ouvrit pour révéler Victor Marshall, son costume coûteux froissé, les yeux vitreux, trahissant l'abus d'alcool ou de quelque chose de pire. « Tiens, tiens » traîna Victor en s'appuyant contre le chambranle. Si ce n'est pas le chevalier blanc en personne. Où est-elle? La voix d'Elliot était d'un calme mortel. Pas ici. Le sourire de Victor était tranchant et méchant. Mais ne vous inquiétez pas. Elle est en sécurité. Pour l'instant. Que voulez-vous? Victor se redressa, abandonnant son amabilité artificielle. Ce que j'ai toujours voulu. De l'argent. Vous avez été généreux avec ma belle-fille, Knight, très généreux. Ces jolies robes, ces soirées glamour. Elle m'a tout raconté. Elle ne ferait jamais ça. Non. Victor sortit un téléphone. Celui de Lila, réalisa Elliot avec un sentiment de naufrage. Elle n'a pas eu besoin de le faire. Je vous observais. 3 nuits à jouer Cendrillon dans vos soirées chic. Mais maintenant, l'horloge a sonné minuit, et il est temps de parler affaires. Les mains d'Elliot se serrèrent le long de son corps. L'accord de la fondation était avec Lila, pas avec vous. À propos de cet accord. Le sourire de Victor devint prédateur. Je propose une renégociation. Votre petit arrangement avec Lila, considérez-le comme terminé. Si vous voulez la revoir, nous devrons discuter de nouvelles conditions. Vous me faites chanter. Chantage est un mot si laid. Victor examina ses ongles manucurés. Je préfère voir cela comme une opportunité commerciale. Après tout, que penserait votre conseil d'administration s'il savait que vous divertissiez une jeune femme en échange de l'étouffement de malversations financières? Le scandale serait dévastateur. Où est-elle? Répéta Elliot, la voix tendue par une rage contenue. En sécurité, comme je l'ai dit, et elle le restera tant que nous parviendrons à un accord. Victor sortit une enveloppe de sa veste. Mes conditions sont simples. 5 millions de dollars, virés sur un compte offshore. Une fois le. Elliot prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Comment savoir si elle est vraiment en sécurité? Victor sortit à nouveau le téléphone de Lila, fit défiler l'écran un instant, puis le lui tendit. La photo montrait Lila dans ce qui semblait être une petite pièce, le visage barbouillé de larmes mais l'air défiant. L'horodatage indiquait que la photo avait été prise quelques heures plus tôt. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, dit Elliot doucement. C'est déjà fait. L'assurance de Victor était absolue. Vous avez 24 heures pour effectuer le virement. Je vous enverrai les détails par SMS depuis ce téléphone. Et, Knight. Ses yeux se durcirent, n'essayez rien de malin. La sécurité de Lila dépend entièrement de votre coopération. La porte se referma au nez d'Elliot, le laissant seul dans le couloir avec l'enveloppe et une tempête d'émotions qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Rage, peur,
culpabilité, mais sous tout cela, une détermination froide et calculatrice. De retour dans sa voiture, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des coordonnées bancaires et une note dactylographiée réitérant les menaces. Mais il y avait autre chose, un petit morceau de papier qui tomba sur ses genoux. Il reconnut immédiatement l'écriture de Lila. Ne lui fais pas confiance. Box de stockage d'Ocianto Quaranta Issiette. Sois prudent. La note était tachée, comme écrite à la hâte, mais c'était indubitablement la sienne. Elliot démarra la voiture, son esprit élaborant déjà des plans. Victor pensait peut-être avoir toutes les cartes en main, mais il avait sous-estimé deux choses très importantes, les ressources d'Elliot et l'intelligence de Lila. Les heures suivantes furent un flou d'activité. Des appels furent passés, des images de surveillance examinées, et les pièces d'un puzzle commencèrent à s'assembler. Le désespoir de Victor ne concernait pas seulement l'argent, c'était une question de survie. Ses dettes de jeu allaient bien plus loin que le vol de la fondation, et les gens à qui il devait de l'argent n'étaient pas connus pour leur patience. À minuit, Elliot avait une image plus claire de ce à quoi ils avaient affaire. L'entrepôt de stockage fut facile à trouver, un de ces endroits anonymes en périphérie de la ville. L'unité 247 était enregistrée au nom d'une société écran qu'il ne fallut que quelques minutes pour relier à Victor. Mais le timing était crucial. Si Victor soupçonnait que son plan s'effondrait, Lila pourrait être encore plus en danger. Chaque mouvement devait être calculé, chaque éventualité prévue. Dans son bureau, entouré des preuves de sa réussite, Elliot sentit une vérité plus profonde s'installer en lui. Les 3 nuits passées n'avaient pas été un arrangement ou une transaction commerciale. Elles avaient été un éveil. Elles lui avaient montré ce qui manquait dans son monde soigneusement construit. Il prit son téléphone privé et passa un dernier appel. « C'est l'heure », dit-il simplement. Mettez tout en mouvement. Alors que l'aube approchait, des nuages d'orage s'amoncelèrent au-dessus de la ville. Dans une petite pièce quelque part, Lila attendait, s'accrochant à l'espoir et au fait qu'elle avait réussi à laisser un indice. Et dans son bureau, Elliot Knight se préparait au combat non pas avec les armes du monde des affaires, mais avec quelque chose de bien plus puissant, la détermination d'un homme qui avait enfin trouvé quelque chose valant la peine de se battre. Les 24 prochaines heures allaient tout changer. Des vies seraient transformées, des vérités révélées. Et le prix de la liberté serait enfin payé, non pas en argent, mais en courage, en confiance. Et avec ce genre d'amour qui brise toutes les chaînes. Le tonnerre gronda au loin alors qu'Elliot vérifiait sa montre une dernière fois. Le compte à rebours avait commencé. Et avec lui, le véritable test de ce qui avait grandi entre lui et Lila durant ces 3 nuits magiques. Ce n'était plus une question de soirées arrangées ou d'obligations sociales. Il s'agissait de protéger quelqu'un qui était devenu plus précieux pour lui que n'importe quel contrat ou statut social. Dans la tempête grandissante, il s'autorisa un moment de pure émotion, se remémorant le sourire de Lila, la sensation de sa main dans la sienne, la profondeur de la compréhension dans ses yeux lorsqu'elle le regardait. Puis il verrouilla ses sentiments, laissant une froide détermination prendre leur place. Victor Marshall n'avait aucune idée de ce qu'il avait réveillé, pas seulement un riche homme d'affaires, mais un homme prêt à tout pour protéger ce qu'il aimait. Les règles du jeu allaient changer, et Elliot Knight jouait pour gagner. Chapitre 6, la recherche. L'orage qui avait menacé toute la nuit éclata enfin sur la ville, la pluie fouettant les fenêtres de l'étage exécutif de Knight Enterprises. Elliot se tenait devant les baies vitrées, son reflet fantomatique se découpant sur l'obscurité précédant l'aube. Derrière lui, son bureau avait été transformé en centre de commandement. De multiples écrans affichaient des images de surveillance, des dossiers financiers et la toile complexe des relations de Victor Marshall. Nathan Lee, son chef de la sécurité, s'approcha avec une tablette. « Monsieur, nous avons quelque chose des caméras de l'entrepôt de stockage. » Les images étaient granuleuses mais suffisamment claires pour montrer la voiture de Victor arrivant tôt ce matin-là, Lila sur le siège passager. Elle semblait consciente mais en détresse. Plus révélateur encore fut le second véhicule qui arriva quelques minutes plus tard, un SUV noir aux vitres teintées, sans plaque d'immatriculation. Lancez la reconnaissance faciale sur le conducteur, ordonna Elliot en étudiant la silhouette floue qui émergea brièvement du SUV, et sortez-moi tout sur les contacts de jeu de Victor des 6 derniers mois. Son enquêtrice privée, Sofia Alvarez, extrayait déjà des dossiers. Ses dettes sont plus profondes que nous le pensions, rapporta TL, ses doigts volant sur le clavier. Il doit de l'argent à la famille Romanoff. La mâchoire d'Elliot se contracta.
Les Romanov étaient notoires dans la pègre de la ville des usuriers qui étaient passés à des formes plus sophistiquées de criminalité financière. S'ils étaient impliqués, la situation était encore plus dangereuse qu'ils ne le craignaient. Il y a plus, poursuivit Sofia. Victor déplace de l'argent à travers une série de sociétés écrans, pas seulement les fonds de la fondation. On parle de dizaines de millions. Il dirige un système de détournement sophistiqué à travers plusieurs organisations. La fondation n'était que la partie émergée de l'iceberg, murmura Elliot. Lila n'en avait aucune idée. Monsieur, son assistant apparut avec un téléphone jetable. C'est l'heure de l'appel prévu. Elliot prit le téléphone, son expression se durcissant. L'appel se connecta après une sonnerie. Pile à l'heure, la voix de Victor était suffisante. Avez-vous eu l'occasion de réfléchir à mon offre? Je transfère l'argent maintenant, répondit froidement Elliot, mais je veux une preuve que Lila va bien. Si soucieux du bien-être de ma belle-fille, gloussa Victor. Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Un peu contrarié d'avoir manqué votre soirée romantique, mais elle s'en remettra. En arrière-plan, Elliot pouvait entendre un léger mouvement, ce qui aurait pu être une voix étouffée. Laissez-moi lui parler. Chaque chose en son temps. D'abord, l'argent. C'est en cours de traitement. Les virements internationaux prennent du temps, même pour moi. Elliot fit un signe de tête à Sofia, qui traçait l'appel. Mais Victor, comprenez bien une chose. S'il lui arrive quoi que ce soit, il n'y aura aucun endroit au monde où vous pourrez vous cacher. Les menaces ne vous vont pas, Knight. La voix de Victor se durcit. Souvenez-vous de qui tient les cartes ici. Un mot de ma part, et votre précieuse réputation est ruinée. Le noble philanthrope pris dans un scandale sordide avec la fille d'une employée. La presse s'en donnerait à cœur joie. Vous pensez vraiment que je me soucie du scandale en ce moment? Non, admis Victor, mais vous vous souciez d'elle, et pour l'instant, sa sécurité dépend entièrement de votre coopération. Je rappellerai dans 2 heures. Ayez l'argent prêt. La ligne fut coupée. Sofia leva les yeux de son ordinateur. On l'a. Le signal vient de la zone industrielle, près des anciens chantiers navals. C'est à 15 km de l'entrepôt de stockage, nota Nathan. Il essaie de créer une fausse piste. Elliot se retourna vers les fenêtres, regardant les éclairs fendre le ciel. Parlez-moi du box de stockage. L'unité 247 est au 2e étage, Nathan afficha les plans de l'installation. Point d'accès limité. Bonne visibilité sur la zone environnante. Si Victor la détient là-bas, il a bien choisi. Non. Elliot secoua la tête. La note de Lila ne nous disait pas où elle est. Elle nous disait où trouver autre chose, quelque chose que Victor ignore. La compréhension se lut sur le visage de Sofia. Des preuves. Elle les rassemble depuis des mois, confirma Elliot. Elle se protégeait, elle montait un dossier. Le box est l'endroit où elle gardait tout ça. Nous pouvons avoir une équipe sur place dans 20 minutes, proposa Nathan. Non. Elliot attrapa son manteau. J'y vais moi-même. Victor surveille le bâtiment. S'il voit une équipe tactique, nous perdons notre avantage. Monsieur, ce n'est pas sûr. Gardez une équipe en attente, le coupa Elliot, mais restez hors de vue. Sofia, continuez à travailler sur ces dossiers financiers. Je veux connaître chaque compte, chaque transaction. Nathan, trouvez-moi les plans de toutes les propriétés détenues par la famille Romanov dans la zone industrielle. La tempête s'était intensifiée au moment où Elliot atteignit l'entrepôt, la pluie tambourinant sur le toit de sa voiture alors qu'il surveillait la zone, notant les positions des caméras de sécurité. L'installation était calme à 7 heures, la plupart des lumières éteintes à l'exception de l'éclairage de sécurité essentiel. Utilisant le code qu'il avait obtenu de la base de données de l'installation, il entra par une porte latérale, prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur. L'unité 247 se trouvait à mi-chemin d'un couloir faiblement éclairé, son cadenas identique à tous les autres. La combinaison provenait des relevés téléphoniques de Lila, les 4 derniers chiffres qu'elle avait composés avant que Victor ne l'emmène. À l'intérieur, le box était méticuleusement organisé, des boîtes alignées le long des murs, chacune étiquetée avec des dates et des catégories, mais ce fut l'ordinateur portable posé sur un petit bureau qui attira son attention. L'invite de mots de passe brillait dans l'obscurité. Elliot sourit légèrement, se souvenant de leur conversation dans le jardin du musée. Il tapa, la beauté dans la douleur.
L'écran s'anima, révélant dossier après dossier de preuves documentées. Relevés financiers, photographies, enregistrements audio. Lila avait été minutieuse. Mais ce fut un fichier vidéo, daté d'Axan grave peine 2 jours, qui lui coupa le souffle. Le visage de Lila remplit l'écran, son expression déterminée malgré la peur dans ses yeux. Si vous regardez ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Victor détourne des fonds depuis des années, pas seulement de la fondation. Les preuves sont toutes là, organisées par date et par entreprise. Mais ce n'est pas le pire. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de continuer. Il travaille avec les Romanov, les aidant à blanchir de l'argent via des entreprises légitimes. J'ai des preuves, numéros de compte, enregistrements, tout. La vidéo se terminait avec Lila regardant directement la caméra, la voix douce mais forte. Elliot, si tu trouves ça, je suis désolé. Je voulais tout te dire. Mais je devais être sûr. S'il te plaît, sois prudent. Victor est désespéré, et les hommes désespérés sont dangereux. Le tonnerre craqua dehors alors qu'Elliot copiait les fichiers sur un disque sécurisé. Son téléphone vibra. Sofia avait envoyé l'emplacement de 3 propriétés des Romanov dans la zone industrielle. L'une d'elles était un entrepôt abandonné près de l'endroit où ils avaient tracé l'appel de Victor. De retour dans sa voiture, Elliot se connecta avec son équipe. Sofia, envoyez tout ce que nous venons de trouver à la division des crimes financiers du FBI. Nathan, mettez votre équipe en position autour de l'entrepôt, mais n'intervenez pas. Victor ne travaille pas seul, et nous ne pouvons pas risquer la sécurité de Lila. La pluie diminuait alors qu'il conduisait vers la zone industrielle, son esprit passant en revue scénario et plan de secours. Les pièces se mettaient en place, mais les prochaines heures seraient critiques. Un faux pas pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Son téléphone sonna, le téléphone jetable. Victor appelait en avance. Changement de plan. La voix de Victor était tendue, agitée. L'argent. Maintenant. Plus de délai. Qu'est-ce qui ne va pas, Victor? Elliot garda sa voix calme. Votre ami s'impatiente. Une pause, puis un juron. Vous avez été occupé. Le box 247 vous salue. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. En fait, si. Les Romanov. Le blanchiment d'argent. Tout ça. En ce moment même, le FBI reçoit suffisamment de preuves pour vous mettre à l'ombre pour des décennies. Mais nous pouvons encore trouver un accord. Un accord? Victor ria durement. Que pourriez-vous bien m'offrir maintenant? Une porte de sortie. De l'argent. Une nouvelle identité. Un passeport propre, de quoi disparaître avant que les Romanov ne réalisent que vous avez été exposé. Tout ce que je veux, c'est Lila. Une autre pause. Longue cette fois. En arrière-plan, Elliot pouvait entendre des voix se disputer en russe. 1 heure, dit finalement Victor. L'entrepôt au quai 17. Venez seul. Apportez la preuve du virement. Et, Knight. Pas de police. Ou elle meurt. La ligne fut coupée. Elliot contacta immédiatement son équipe. Vous avez eu ça? L'entrepôt est confirmé, répondit Nathan. L'imagerie thermique montre 4 signatures de chaleur à l'intérieur, l'une stationnaire probablement Lila. Que le FBI intervienne dès que nous l'avons, ordonna Elliot. Mais personne ne bouge avant mon signal. Tout dépend du timing maintenant. L'entrepôt se dressait devant lui, une masse sombre contre le ciel zébré d'éclairs. Alors qu'Elliot se garait, il toucha la poche intérieure de sa veste, sentant le poids rassurant de ce qu'elle contenait. Puis il sortit sous la bruine, prêt à affronter la suite. Derrière lui, la tempête se calmait enfin. Les premières lueurs de l'aube perçaient à travers les nuages. Quelque part dans cet entrepôt, Lila attendait. Et cette fois, Elliot Knight ne se battait pas seulement pour la justice ou sa réputation. Il se battait par amour. Le vrai jeu était sur le point de commencer, et il avait l'intention de gagner. Chapitre 7, une force cachée. Le bureau de l'entrepôt où il détenait Lila était glacial. Ce genre de froid profond qui s'infiltre dans les os et s'y installe. Elle était assise sur une chaise en métal, les poignets entravés par des liens en plastique, mais son esprit tournait à toute allure, calculant, planifiant. La robe bordeaux de la symphonie pendait toujours dans sa penderie, rappel de ce qui aurait dû être. À la place,
Elle portait un jean et un pull, ses cheveux tombant librement autour de son visage, un bouclier derrière lequel elle pouvait observer sans être remarquée. Victor faisait les 100 pas dans l'espace exigu, ses chaussures onéreuses claquant contre le béton, son habituelle attitude polie se fissurant heure après heure. Deux hommes en costume sombre se tenaient près de la porte, parlant à voix basse en russe. Le quatrième homme, clairement le chef, était assis à un bureau, observant Victor avec la menace patiente d'un prédateur. « Elle ne sait rien, disait Victor, la voix étranglée par le désespoir. C'est juste une institutrice, pour l'amour de Dieu. » L'homme au bureau, Ivan Romanov Lila l'avait appris sourit finement. Une institutrice qui a réussi à documenter 5 ans de transactions financières, qui a créé des dossiers détaillés de toute notre opération. Je pense que vous sous-estimez peut-être votre belle-fille, monsieur Marshall. Lila garda une expression neutre, mais à l'intérieur, elle sentit une lueur de satisfaction. Pendant des années, elle avait joué le rôle qu'ils attendaient, la fille naïve, l'enseignante dévouée, quelqu'un à sous-estimer et à ignorer. Il ne l'avait jamais remarqué prenant des photos de documents laissés négligemment sur le bureau de Victor, enregistrant des conversations lors de ses appels téléphoniques tardifs, construisant un dossier pièce par pièce. Night Pera, insista Victor. Il tient à elle. Vous les avez vus ensemble à la symphonie. Ah, oui, votre petit arrangement. Le sourire d'Ivan devint cruel. 3 nuits à jouer Cendrillon. Dites-moi, mademoiselle Lila, avez-vous apprécié votre goût du luxe? Lila soutint son regard fermement. Il n'a jamais été question de luxe. Non. Il se pencha en avant. Alors de quoi s'agissait-il? De justice. Le mot fut calme mais ferme. Tout ce que j'ai fait, chaque preuve que j'ai rassemblée, c'était pour faire éclater la vérité. Les yeux d'Ivan se plissèrent. Et quelle est cette vérité? Que mon beau-père n'est pas seulement un voleur. C'est un lâche qui s'en prend aux vulnérables. Que votre famille ne se contente plus de briser des rotules, vous brisez des communautés entières avec vos manigances. Lila se redressa sur sa chaise. Je suis au courant pour les sociétés écrans, les fausses associations caritatives, comment vous les utilisez pour blanchir de l'argent via des entreprises légitimes. Je sais tout. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victor avait cessé de faire les 100 pas, son visage vidé de toute couleur. Les gardes près de la porte changèrent de position, mal à l'aise. Ivan se leva lentement, contournant le bureau pour l'étudier de plus près. Impressionnant. Mais dites-moi, qu'espériez-vous accomplir? Vous deviez sûrement savoir à quel point ces informations pouvaient être dangereuses. J'espérais protéger les gens, répondit Lila simplement. Les enfants qui ont perdu des opportunités parce que vous avez volé des fondations caritatives. Les petites entreprises détruites par vos opérations de prêts usuraires. Les familles déchirées par vos complots. Des objectifs nobles. La voix d'Ivan était douce, dangereuse. Mais peut-être mal avisée. Voyez-vous, le monde n'est pas aussi simple que vous l'imaginez. Il y a des mots nécessaires, des compromis qui doivent être faits. Il n'y a rien de nécessaire à voler des enfants, le coupa Lila. Rien de noble à détruire des vies pour le profit. Un claquement sec résonna dans la pièce alors qu'Ivan la giflait. La tête de Lila partit sur le côté, mais elle n'émit aucun son. Lorsqu'elle se tourna pour lui faire face à nouveau, ses yeux flambaient. « Frappez-moi autant que vous voulez, dit-elle calmement. Ça ne change pas la vérité. Et ça ne change pas le fait que, en ce moment même, tout ce que j'ai rassemblé est livré aux autorités. » Victor trébucha en avant. « Quoi? Non, c'est impossible. Le box de stockage était exactement là où je voulais qu'il soit. » Lila sourit légèrement. « Pensiez-vous vraiment que je n'aurais pas de plan de secours? Que je ne m'assurerais pas que la vérité éclate, peu importe ce qui m'arriverait? » Le visage d'Ivan s'assombrit. « Vous avez joué à un jeu très dangereux, mademoiselle Lila. »« Ce n'est pas un jeu, répondit-elle. Juste la justice, quelque chose qu'aucun de vous ne comprendrait. » Le téléphone jetable sur le bureau sonna, tranchant la tension. Victor se jeta dessus, les mains tremblantes en répondant. « Night? Oui, elle est vivante. » « Non, écoutez-moi. » Ivan lui arracha le téléphone. « Monsieur Knight, votre réputation vous précède. » « Oui, elle est ici, mais je crains que la situation ne soit devenue plus compliquée. » Lila pouvait entendre le murmure grave de la voix d'Elliot à travers le téléphone mais ne parvenait pas à distinguer les mots.
Son cœur se serra en se rappelant combien les choses auraient dû être différentes ce soir. Ils auraient dû être dans ce restaurant italien qu'il avait mentionné. Partageant du vin et des histoires. Explorant le lien qui avait grandi entre eux au cours de ces 3 nuits magiques. Au lieu de cela, elle était ici, regardant ses plans soigneusement établis se concrétiser d'une manière qu'elle n'avait pas tout à fait prévue. L'épreuve était en sécurité, elle s'en était assurée il y a des semaines, créant de multiples sauvegardes, déclenchant des mécanismes qui ne pouvaient être arrêtés. Mais le coût humain, le danger pour ceux qu'elle aimait. C'était la variable qu'elle ne pouvait pas totalement contrôler. 1 heure, disait Yvan dans le téléphone. Quai 17. Venez seul. Il raccrocha et se tourna vers les gardes. Fouillez à nouveau le bâtiment. Assurez-vous que nous sommes sécurisés. Alors que les gardes partaient, Yvan fixa son regard sur Lila. Une femme remarquable. C'est presque dommage que vous deviez me tuer. La voix de Lila était stable. Allez-y. Ça ne changera rien. Les preuves sont déjà dehors. Et Elliot ne s'arrêtera pas tant qu'il ne vous aura pas tous fait tomber. Une telle foi en votre chevalier blanc, Yvan sourit froidement. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il se soucie d'autre chose que de sa réputation? Le scandale de votre implication pourrait le ruiner. Parce que je le connais, dit Lila simplement. Pas l'homme d'affaires. Pas le philanthrope. L'homme qui a grandi avec rien, qui comprend la valeur de la vérité et de la justice. L'homme qui voit au-delà des apparences pour voir ce qui compte vraiment. Comme c'est romantique. Le ton d'Yvan était moqueur. Et qu'est-ce qui compte vraiment, selon vous? Lila pensa au moment calme partagé avec Elliot. Les conversations sur l'art et la musique, les rêves et les peurs. La façon dont il l'avait regardé dans la loge de l'opéra. Comment son contact l'avait fait se sentir à la fois en sécurité et électrisé. L'amour, dit-elle doucement. La vérité. Le courage de défendre ce qui est juste, peu importe le prix. De jolis mots, ricana Yvan. Mais les mots ne vous sauveront pas. Non, convint Lila. Mais il me rappelle pourquoi tout cela en valait la peine. À travers les hautes fenêtres, elle pouvait voir l'orage se dissiper. Les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel de nuances d'espoir. Quelque part dehors, Elliot arrivait. Mais il ne venait pas secourir une demoiselle en détresse. Il venait se tenir aux côtés d'une guerrière qui avait déjà gagné la bataille la plus importante. La vérité était sortie. La justice était en marche. Quoi qu'il arrive dans l'heure suivante, Lila savait qu'elle avait réussi ce qui importait le plus. Les preuves qu'elle avait rassemblées feraient tomber non seulement les combines de Victor, mais un empire criminel entier. Les enfants auraient à nouveau des opportunités. Les familles seraient protégées. Les communautés guériraient. Et si l'amour attendait de l'autre côté de ces ténèbres, eh bien, ce serait une victoire plus douce que tout ce qu'elle avait pu imaginer en commençant ce voyage. Le bruit de véhicules en approche résonna dans l'entrepôt. Yvan se dirigea vers la fenêtre, son expression se durcissant. Il semble que votre chevalier soit arrivé en avance. Lila ferma brièvement les yeux, touchant le médaillon de sa mère par la pensée. Non, murmura-t-elle. Pas un chevalier. Juste un homme bon qui comprend que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Le jeu touchait à sa fin, mais Lila avait joué son rôle à la perfection. Et maintenant, il ne restait plus qu'à voir la justice s'accomplir. Quoi qu'il arrive ensuite, elle était prête. Chapitre 8, la justice se déploie. L'aube peignait l'entrepôt de nuances d'acier et d'or lorsqu'Elliot Knight sortit de sa voiture. Le gravier crissa sous ses pieds. Chaque pas était mesuré et délibéré. À la main, il portait une mallette en cuir, la supposée rançon qui achèterait la liberté de Lila, mais dans sa poche se trouvait quelque chose de bien plus précieux, une petite clé USB contenant assez de preuves pour détruire un empire. Dans son oreille, un dispositif de communication quasi invisible le gardait connecté à son équipe. La voix de Nathan lui parvenait clairement. 4 signatures thermiques au 2e étage. Mademoiselle Lila est dans le coin nord-ouest. Les équipes du FBI sont en position. Elliot ne répondit pas, il ne le pouvait pas, avec les hommes d'Yvan qui l'observaient depuis les fenêtres là-haut. Au lieu de cela, il marcha fermement vers l'entrée, son visage un masque de contrôle minutieux. Mais à l'intérieur, son cœur tonnait d'un mélange de peur et de détermination, non pas la peur pour lui-même, mais pour Lila, qui avait tout risqué pour exposer la vérité. La porte de l'entrepôt s'ouvrit dans un gémissement métallique.
2 hommes en costume sombre attendaient à l'intérieur, leurs armes à peine dissimulées sous leur veste. Ils le fouillèrent efficacement, ne trouvant rien d'autre que la mallette et son téléphone, qu'ils confisquèrent. S'ils remarquèrent l'oreillette, ils n'en laissèrent rien paraître. « Par ici », dit l'un d'eux dans un anglais au fort accent, désignant un escalier rouillé. Le 2e étage était sombre, malgré le jour grandissant, les ombres s'accrochant au coin comme de vieux secrets. Elliot suivit son escorte dans un couloir étroit, passant devant des bureaux vides et des machines abandonnées. Au bout du couloir, une porte était ouverte, déversant une lumière fluorescente dans la pénombre. Sa première vision de Lila faillit briser son calme. Elle était assise le dos droit sur une chaise en métal, les mains liées, mais le regard fier et clair. Une marque rouge fleurissait sur sa joue là où quelqu'un l'avait frappée, et Elliot sentit la rage affluer dans son sang. Mais quand leurs yeux se rencontrèrent, il vit dans les siens quelque chose qui le stabilisa, non pas de la peur ou du désespoir, mais un triomphe tranquille. Pile à l'heure, dit Ivan Romanov depuis derrière un vieux bureau en métal, l'air remarquablement calme pour un homme sur le point de payer 5 millions de dollars pour une femme qu'il connaît depuis moins d'une semaine. L'argent est là. Elliot posa la mallette sur le bureau. Maintenant, laissez-la partir. Ivan sourit finement. Pas tout de suite. Voyez-vous, nous avons un petit problème. Votre ami ici présente a été très occupé à rassembler des preuves, à documenter des transactions, causant toutes sortes d'ennuis. Je sais, la voix d'Elliot était égale. C'est pour ça que je suis ici pour la sauver. Le sourire d'Ivan s'élargit. Comme c'est romantique. Mais dites-moi, M. Night, pourquoi exactement la sauvez-vous? Quelques nuits de plus à jouer la comédie dans votre monde étincelant? Ou peut-être quelque chose de plus permanent? Une belle histoire pour les pages société. Le riche homme d'affaires et la noble institutrice qui a volé son cœur. Vous ne comprenez rien à nous deux. Lila parla pour la première fois, la voix forte malgré sa situation. Non. Ivan se tourna vers elle. Alors éclairez-moi. Quelle est cette grande histoire d'amour qui vaut la peine de tout risquer? Ce n'est pas une question d'amour, dit Elliot doucement, attirant l'attention d'Ivan vers lui. C'est une question de justice. À cet instant, plusieurs choses se produisirent simultanément. Une série d'explosions secoua le bâtiment, des grenades assourdissantes détonnant à plusieurs étages. Les lumières s'éteignirent, plongeant la pièce dans le chaos, et Elliot bougea avec une vitesse qui surprit tout le monde, surtout Victor Marshall, qui s'était approché de Lila avec une intention désespérée. Les gardes tentèrent de saisir leurs armes, mais les équipes du FBI déferlaient déjà par les fenêtres et les portes. Ivan se jeta vers le tiroir de son bureau mais se retrouva à fixer le canon d'une arme, celle d'Elliot, qu'il avait récupérée d'un holster caché pendant que tout le monde était distrait par les grenades. « Ne faites pas ça, dit Elliot doucement. C'est fini. » Victor fit une ultime tentative paniquée pour attraper Lila, mais elle était prête. Malgré ses mains liées, elle envoya son coude en arrière dans son plexus solaire, puis faucha ses jambes avec un mouvement qui aurait rendu fier son instructeur d'autodéfense. Ça, dit-elle alors qu'il sifflait en cherchant son air au sol, c'était pour chaque enfant que vous avez volé. Les agents du FBI envahirent la pièce, sécurisant Ivan et ses hommes. Nathan apparut aux côtés d'Elliot, prenant le contrôle d'Ivan tandis qu'Elliot se précipitait vers Lila. Il coupa ses liens avec un canif, puis la serra dans ses bras, son calme se fissurant enfin. « Est-ce que ça va » chuchota-t-il contre ses cheveux. « Maintenant oui. » Elle se recula légèrement pour le regarder. « Tu as eu mon message dans le box. J'ai tout eu. » Il toucha doucement sa joue, où la marque commençait à bleuir. « Tu es incroyable, tu le sais ? Un peu imprudente, peut-être, mais incroyable. » Imprudente, elle parvint à rire légèrement, dit l'homme qui vient d'entrer dans un entrepôt rempli de criminels armés. « J'avais des renforts. » Moi aussi. Ses yeux plongèrent dans les siens. « Je savais que tu comprendrais les indices, que tu verrais la situation dans son ensemble. » Autour d'eux, le FBI emmenait les prisonniers. Les protestations de Victor résonnaient dans le couloir, un son pathétique qui semblait marquer la fin d'une ère. Ivan partit sans un mot, mais ses yeux promettaient vengeance, une menace qui n'avait plus aucun pouvoir maintenant que son empire s'effondrait. « Les preuves » demanda Lila doucement. « En cours de traitement au moment où l'on parle. Sofia travaille avec l'unité des crimes financiers du FBI. L'organisation Romanov, les combines de Victor, tout ça. C'est en train de tomber. » Le soulagement inonda son visage,
suivi rapidement par l'épuisement. Elle vacilla légèrement, et Elliot resserra son étreinte. « Sortons d'ici, dit-il gentiment. Le FBI pourra prendre ta déposition plus tard. » Mais alors qu'il se tournait pour partir, Lila s'arrêta. « Attends. » Elle retourna vers Ivan, qui se faisait menotter par des agents. « Vous demandiez de quoi parlait vraiment cette histoire. Ce n'est pas une question d'amour, même si j'ai trouvé ça aussi. C'est une question de courage. Le courage de tenir tête à des hommes comme vous qui pensent que l'argent et le pouvoir vous placent au-dessus de la justice. » Le visage d'Ivan se tordit de rage, mais avant qu'il ne puisse parler, elle continua, « Chaque enfant qui a perdu une opportunité à cause de votre avidité, chaque famille détruite par vos complots. Ils vont obtenir justice maintenant. C'est ce qui fait que cette histoire vaut la peine d'être racontée. » Elle se retourna vers Elliot, qui la regardait avec un mélange de fierté et d'admiration. Prenant la main qu'il lui tendait, elle le laissa la conduire hors de l'entrepôt vers le jour naissant. Les véhicules d'urgence remplissaient le parking, leurs gyrophares peignant la scène en rouge et bleu. Les agents du FBI se déplaçaient avec détermination, traitant les preuves et sécurisant la zone, mais Elliot guida Lila loin de tout cela, vers un endroit calme où le soleil levant teintait le ciel des couleurs de l'espoir. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-elle doucement. Maintenant, il se tourna pour lui faire face, ses mains venant encadrer son visage. « Maintenant, nous commençons à écrire notre propre histoire. Pas d'arrangement, pas de faux-semblants, juste nous. » « Juste nous » répéta-t-elle, s'appuyant contre son toucher. « J'aime comment ça sonne. »« J'aurais dû te le dire plus tôt, » dit-il, la voix rauque d'émotion. Ces 3 nuits. Elles ne servaient pas à arranger les choses ou à protéger des réputations. Il s'agissait de tomber amoureux de la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Des larmes coulèrent sur les joues de Lila. Même si je t'ai menti, utilisez notre arrangement pour rassembler des preuves. Tu n'as jamais menti sur ce qui comptait. Il essuya ses larmes avec douceur. Chaque moment partagé était réel. Chaque conversation, chaque danse, chaque regard. Tout ça, c'était la vérité. C'était vrai, chuchota-t-elle. Je ne m'attendais pas, en entrant dans ton bureau ce jour-là, à faire un pacte avec le diable. Au lieu de ça, j'ai trouvé un partenaire. Quelqu'un qui comprend que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Et nous, demanda-t-il doucement, valons-nous la peine de se battre? En réponse, Lila se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. C'était un baiser doux, empreint de promesses et de guérison, mais traversé par un courant de passion qui parlait de toutes les nuits à venir. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient. Je dirais que c'est un oui, murmura Elliot. Le soleil était maintenant complètement levé, balayant les ombres de la nuit et des secrets. Au loin, les sirènes hurlaient, et les journalistes se rassemblaient, affamés de l'histoire de la chute de l'une des plus grandes entreprises criminelles de la ville. Mais ici, dans cet instant de calme, rien de tout cela ne comptait. Ce qui comptait, c'était la sensation de Lila dans les bras d'Elliot, l'avenir qu'il pouvait voir dans les yeux de l'autre, et la certitude que parfois, les plus grandes histoires d'amour ne commencent pas par une magie de conte de fées, mais par le courage de se battre pour ce qui est juste. La justice avait été rendue, la vérité avait triomphé, et l'amour réel, honnête, durement gagné avait fleuri au sein du plus inattendu des arrangements. Chapitre 9, la vérité éclate. La salle du conseil de Knight Enterprises n'avait jamais paru aussi solennelle. Le soleil de fin d'après-midi traversait les fenêtres, illuminant les visages rassemblés autour de la table massive. Des agents du FBI étaient assis aux côtés d'avocats d'affaires, leurs expressions graves alors qu'ils épluchaient la montagne de preuves que Lila avait rassemblées. Lila elle-même était assise à côté d'Elliot en bout de table, sa main fermement serrée dans la sienne sous la surface polie. Le bleu sur sa joue s'était estompé pour devenir une ombre, mais la détermination dans ses yeux brûlait plus fort que jamais. L'ampleur de cette opération est stupéfiante, disait l'agent spécial Emma Rivera, étalant des documents sur la table. Monsieur Marshall n'a pas seulement détourné des fonds de la fondation. Il a créé un réseau entier de fausses œuvres caritatives et de sociétés écrans. La famille Romanoff les utilisait pour blanchir l'argent de leurs opérations illégales, le faisant paraître légitime grâce à une série de dons soigneusement structurés. Combien d'autres fondations ont été compromises, demanda Elliot, la voix tendue par une colère contenue. Au moins 12 que nous avons identifiées jusqu'à présent, répondit un autre agent. Des œuvres caritatives pour enfants, des fondations de recherche médicale, des fonds éducatifs. Partout où l'argent pouvait être déplacé sans attirer l'attention.
La prise de Lila sur la main d'Elliot se resserra. Le programme de bourse de mon école? L'agent Rivera hocha la tête sombrement. L'un de leurs principaux canaux. Il créait de faux dossiers d'étudiants, détournait les fonds, puis signalait que les étudiants avaient abandonné ou été transférés. Les vrais étudiants ne voyaient jamais un centime de l'argent destiné à les aider. C'est pour ça que Jamal a dû partir, chuchota Lila, se souvenant d'un élève particulièrement brillant qui avait disparu en milieu de semestre. Et Mia, et Lucas. Tous ces gamins qui ont perdu leur chance à cause de lui. Elliot pressa sa main, offrant un soutien silencieux. Qu'en est-il des autres opérations des Romanov? Nous découvrons des liens avec tout, du jeu illégal à l'extorsion, expliqua Rivera. Mais leur vrai génie résidait dans la manipulation financière. Ce n'étaient pas de simples criminels. Ils détruisaient des communautés systématiquement, enlevant des opportunités à ceux qui en avaient le plus besoin. Montrez-leur la liste, dit Lila doucement. L'agent sortit un dossier épais. Mademoiselle Lila a compilé des registres détaillés de chaque étudiant touché par la fraude aux bourses. Nom, date, circonstances. Tout ce dont nous avons besoin pour réparer cela. Elliot regarda Lila avec un étonnement renouvelé. Tu les as tous suivis? Ce n'était pas juste des chiffres dans un livre de comptes, répondit-elle, la voix forte malgré les larmes qui menaçaient de couler. C'étaient de vraies personnes avec de vrais rêves. Jamal voulait être médecin. Mia allait étudier l'ingénierie. Lucas. Il écrivait la plus belle poésie que j'ai jamais lue. Nous les retrouverons, promit Elliot. Tous. La fondation réparera ça. Ce n'est pas tout, poursuivit Rivera en sortant un autre dossier. Mademoiselle Lila a aussi documenté un modèle d'opération similaire dans d'autres villes. Les Romanov prévoyaient de s'étendre, utilisant le même modèle d'œuvres caritatives compromises et de bourses frauduleuses. Les implications pesèrent lourdement sur la salle. Il ne s'agissait pas seulement d'une fondation ou d'une ville. C'était une attaque systématique contre l'espoir lui-même, ciblant ceux qui pouvaient le moins se permettre de le perdre. Que se passe-t-il maintenant? Demanda l'un des avocats. Maintenant, nous construisons notre dossier, répondit Rivera. Avec les preuves et le témoignage de mademoiselle Lila, nous pouvons fermer toute l'opération. Monsieur Marshall a déjà commencé à parler, espérant un accord. Les Romanov ne pourront plus se cacher derrière leur façade d'entreprise légitime. Et les étudiants? Insista Lila. Qu'en est-il d'eux? Elliot se redressa sur sa chaise. La fondation va établir un fonds spécial, annonça-t-il. Pas seulement pour remplacer ce qui a été volé, mais pour étendre notre soutien. Chaque étudiant qui a perdu son opportunité aura une seconde chance, avec des ressources supplémentaires pour compenser le temps perdu. Les avocats commencèrent à prendre des notes, mais Lila regardait Elliot avec une expression qui fit s'emballer son cœur. Dans ses yeux, il voyait la même passion pour la justice qui l'avait attiré vers elle dès le début. Alors que la réunion se poursuivait, les détails furent discutés et les plans établis. Le FBI aurait besoin de la coopération continue de Lila pendant qu'ils montaient leur dossier. La fondation devrait être restructurée pour éviter des vulnérabilités similaires à l'avenir. Mais à travers tout cela, une chose restait constante, la connexion entre Lila et Elliot, se renforçant à chaque révélation. Quand la réunion se termina enfin, ils restèrent dans la salle du conseil, regardant le coucher de soleil peindre la ville en or. Lila se tenait à la fenêtre, les bras enroulés autour d'elle-même, perdue dans ses pensées. « Comment as-tu fait » demanda doucement Elliot en venant se placer derrière elle. « Comment es-tu restée forte à travers tout ça ?»« Je pensais à eux, » répondit-elle. « À tous ces enfants qui avaient juste besoin d'une chance. Chaque fois que j'avais peur ou que je doutais de moi, je me rappelais leur visage, leurs rêves. Et puis je pensais à ma mère. Parle-moi d'elle, dit-il en enroulant ses bras autour de sa taille. Elle disait toujours que la vraie force, ce n'est pas l'absence de peur. C'est de faire ce qui est juste, même quand on est terrifié. Lila s'appuya contre son torse. Quand elle est tombée malade, elle m'a fait promettre d'utiliser tous les talents que j'avais pour rendre le monde meilleur. L'enseignement était ma façon de tenir cette promesse. Elle serait fière de toi, murmura Elliot en déposant un baiser sur sa tempe. Si fière. Je l'espère. Lila se tourna dans ses bras pour lui faire face. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelque chose que j'ai trouvé dans les dossiers de Victor concernant la maladie de ma mère. L'expression d'Elliot devint inquiète. Qu'est-ce que c'est?
Le traitement expérimental qu'on lui a refusé. Celui qui aurait pu la sauver. La voix de Lila trembla légèrement. L'argent était là. La fondation avait approuvé la subvention, mais Victor. Il l'a détournée. Il l'a utilisée pour payer ses dettes de jeu. La douleur dans sa voix brisa le cœur d'Elliot. Il la tira contre lui, la laissant enfouir son visage dans son torse alors que les larmes coulaient enfin. Il l'a tuée, murmura-t-elle, tout aussi sûrement que s'il l'avait fait de ses propres mains. Et ensuite, il a utilisé sa mort pour manipuler mon père, pour se positionner et voler d'autres familles, d'autres mères. Écoute-moi, dit fermement Elliot en relevant son visage vers le sien. L'héritage de ta mère vit en toi. Dans ton courage, ta compassion, ta détermination à aider les autres. Tout ce que tu as fait exposer la vérité, protéger ses étudiants, faire tomber tout ce système corrompu, c'est exactement ce qu'elle aurait voulu. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dit doucement Lila. Pas seulement tes ressources ou ton influence, mais ta foi en moi, ta compréhension. Même quand je ne pouvais pas tout te dire. Tu m'as fait confiance. Parce que je t'ai vu, toi, répondit-il simplement. Pas le rôle que tu jouais ou le masque que tu devais porter, mais la vraie toi, passionnée, brillante, inarrêtable lorsqu'il s'agit de se battre pour ce qui est juste. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser au goût de larmes et de triomphe, de fin et de commencement. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux souriaient malgré le poids émotionnel de la journée. Alors, et maintenant, demanda Lila, faisant écho à sa question de ce matin-là. Maintenant, nous continuons le combat, répondit Elliot. Ensemble. La fondation a besoin d'être reconstruite, ses étudiants doivent être retrouvés. Et il y a probablement d'autres opérations comme celle-ci qui doivent être exposées. Ensemble, répéta TL, comme une promesse. Plus d'arrangements ou de faux-semblants, plus de cachettes ni de rôle à jouer. Juste nous. Juste nous, acquiesça Théil. Et toutes les batailles qui valent la peine d'être menées. La ville s'étendait sous leurs yeux, rougeoyante dans les dernières lueurs du jour. Quelque part là-bas, des vies changeaient déjà grâce à la vérité qu'ils avaient aidé à découvrir. Ce n'était pas une fin de conte de fées, il restait du travail à faire, une justice à rendre, des blessures à guérir. Mais alors qu'ils se tenaient ensemble dans le crépuscule naissant, Lila et Elliot savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Un partenariat forgé dans le feu du combat pour la justice, un amour bâti sur le fondement de valeurs partagées et de respect mutuel. La vérité avait émergé, non seulement sur les manigances de Victor, mais sur le pouvoir du courage, l'importance de la justice et les manières inattendues dont l'amour peut fleurir au milieu de la lutte. Leur histoire ne faisait que commencer, et les chapitres à venir promettaient d'être remplis de sens, de passion et de la joie de rendre le monde un peu meilleur, une bataille à la fois. Chapitre 10, guérir ensemble. L'auditorium de l'école bourdonnait d'anticipation, la lumière du soleil traversant les hautes fenêtres et accrochant des grains de poussière qui dansaient comme des étoiles dans la clarté matinale. Sur scène, un quatuor à cordes d'étudiants accordait ses instruments, de nouveaux équipements fournis par le programme musical de la fondation restructurée. Lila se tenait dans les coulisses, les larmes aux yeux, regardant Jamal, fraîchement retourné à l'école, ajuster son violon avec des gestes minutieux. 6 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation à l'entrepôt, 6 semaines de témoignages, de reconstruction et de guérison. L'enquête spéciale de la Fondation avait localisé la plupart des étudiants touchés, leur offrant non seulement des bourses rétablies, mais aussi un soutien supplémentaire pour compenser le temps perdu. Aujourd'hui était une célébration de leur retour, un concert pour marquer de nouveaux départs. Ils sont incroyables. La voix d'Elliot venait de derrière elle, chaleureuse et fière. Difficile de croire qu'ils ne s'entraînent ensemble que depuis un mois. Lila se tourna vers lui, radieuse dans une simple robe bleue. La musique a toujours été dans leur cœur. Ils avaient juste besoin des instruments pour la laisser sortir. Il l'attira contre lui, déposant un baiser sur sa tempe. Ces moments d'affection silencieux étaient devenus naturels entre eux, leur relation s'approfondissant chaque jour. Ta mère aurait adoré ça, murmura-t-il. Elle aurait adoré, acquiesça doucement Lila. Surtout voir Mia de retour au piano. Cette fille joue comme si elle parlait directement aux anges. La mention des anges ramena une ombre de souvenir la vérité sur le traitement de sa mère, refusée par la cupidité de Victor, mais la douleur était différente maintenant, tempérée par un but et par la joie d'aider les autres à éviter un sort similaire. Le public commença à entrer. Parents, enseignants, membres du conseil de la fondation, et même quelques agents du FBI ayant travaillé sur l'affaire.
L'agent Rivera était assise au premier rang, rayonnante en reconnaissant les étudiants qu'elle avait aidé à localiser. L'enquête était en cours, mais aujourd'hui était jour de fête, pas de poursuite judiciaire. « Es-tu prête » demanda Elliot, remarquant que les mains de Lila jouaient nerveusement avec le médaillon de sa mère. Presque. Elle se tourna pour lui faire face entièrement. « Il y a quelque chose que je dois te dire d'abord. » Son expression devint inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ? » On m'a proposé un poste, dit-elle prudemment. La nouvelle directrice de l'éducation artistique pour les programmes jeunesse de la Fondation. Ils veulent que je supervise l'expansion des initiatives de musique et d'art-thérapie dans toutes nos écoles partenaires. La joie s'épanouit sur le visage d'Elliot. C'est parfait. Tu serais extraordinaire pour. Il s'arrêta, notant son hésitation. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne veux pas que les gens pensent que j'ai eu le poste à cause de nous, expliqua-t-elle. La réputation de la Fondation est encore en train de guérir. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'accusations de favoritisme. Elliot lui prit les mains. Le conseil a fait cette offre parce qu'ils ont vu ce que tu as fait avec le programme musical ici, comment tu t'es battu pour ces enfants, comment tu les as retrouvés, comment tu leur as rendu leurs rêves. Notre relation n'a rien à voir là-dedans. Tu en es sûr ? Absolument. Son sourire devint malicieux. D'ailleurs, techniquement, tu rendrais des comptes au conseil, pas à moi. Je suis juste le fondateur qui se trouve être fou amoureux de la candidate la plus qualifiée. Le cœur de Lila fit un bond à cette déclaration d'amour si naturelle. Bien qu'ils se soient rapprochés chaque jour, aucun des deux n'avait prononcé ces mots explicitement jusqu'à présent. Fou amoureux, Complètement. Il la serra plus fort. Quand je t'ai vu rassembler les preuves qui ont fait tomber l'empire d'Ivan, j'étais impressionné. Quand je t'ai vu te battre pour la justice malgré le danger, j'étais émerveillé. Mais en te regardant avec ces enfants, en voyant comment tu mets tout ton cœur pour leur donner des opportunités. C'est là que j'ai su que je n'aimerais jamais personne d'autre comme je t'aime. Des larmes coulèrent sur les joues de Lila. Je t'aime aussi, chuchota T.L. Pas le riche philanthrope ou l'homme d'affaires puissant, juste toi. L'homme qui comprend que la vraie force réside dans l'aide apportée aux autres, qui se bat pour ce qui est juste, qui me voit exactement tel que je suis. Leur baiser fut doux mais plein de promesses. Interrompus seulement par le bruit de quelqu'un se raclant la gorge, ils se retournèrent pour trouver Jamal leur souriant de toutes ses dents. Désolé d'interrompre, dit-il, sans avoir l'air désolé du tout. Mais nous sommes prêts à commencer. Et Mademoiselle Lila, merci de ne pas nous avoir abandonnés. Lila lui pressa l'épaule alors qu'il retournait vers la scène. Jamais. Le concert fut tout ce qu'ils avaient espéré et plus encore. Les étudiants jouèrent avec passion et talent, leur musique emplissant l'auditorium d'espoir. Lorsque Mia interpréta son solo, une composition originale sur la perte et le renouveau, il n'y eut pas un œil sec dans la salle. Lors de la réception qui suivit, Lila circula dans la foule, saluant les familles et partageant leur joie. Elle surprit des bribes de conversation sur des projets d'avenir. Lucas avait été accepté dans un prestigieux programme d'écriture créative. Jamal postulait pour des cours de médecine. Mia avait une audition pour un conservatoire. Ce n'est que le début, dit Elliot alors qu'ils observaient les célébrations. La nouvelle structure de la fondation inclut des garde-fous contre la fraude. Mais plus important encore, elle a des gens comme toi, qui s'assurent que les opportunités atteignent ceux qui en ont le plus besoin. Nous ne faisons pas que reconstruire, convint Lila. Nous créons quelque chose de meilleur, quelque chose qui rendrait ma mère fière. En parlant de construire quelque chose de meilleur. La voix d'Elliot prit une teinte nerveuse qu'elle ne lui avait jamais connue. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Avant qu'ils ne puissent continuer, ils furent interrompus par l'agent Rivera, s'approchant avec une expression sérieuse. Désolé de vous déranger, dit-elle, mais je pensais que vous devriez savoir. Victor a accepté de témoigner contre les Romanov. Ses aveux complets incluent des détails sur des opérations dans d'autres villes. Cela pourrait nous aider à empêcher des manigances similaires à travers le pays. La nouvelle s'installa entre eux comme la dernière pièce d'un puzzle. Le témoignage de Victor signifiait la clôture, la justice, et la chance de protéger d'autres communautés de ce qu'ils avaient vécu. Merci, dit doucement Lila. Pour tout. Après le départ de l'agent, Elliot se tourna de nouveau vers Lila. Ce que j'essayais de dire. Ces dernières semaines m'ont montré ce qui compte vraiment dans la vie.
pas l'argent, ni le pouvoir, ni le statut social, mais le courage de défendre ce qui est juste, la joie d'aider les autres, l'amour de quelqu'un qui partage vos valeurs et vos rêves. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Le souffle de Lila se coupa alors qu'il mettait un genou à terre, là, au beau milieu de la réception. « Lila, dit-il, la voix pleine d'émotion. Tu es entrée dans mon bureau pour faire un marché afin de protéger les autres, et ce faisant, tu m'as montré à quoi ressemble la véritable force. Tu t'es battue pour la justice quand il aurait été plus facile de détourner le regard. Tu as cru aux secondes chances quand la plupart des gens auraient abandonné. Tu m'as appris que le véritable amour n'est pas fait de grands gestes ou d'attentes sociales. C'est se tenir ensemble, se battre pour ce qui est juste, et construire quelque chose qui a du sens. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague qui réussissait à être à la fois élégante et discrète, exactement son style. « Veux-tu m'épouser ? Non pas en raison d'un quelconque arrangement ou d'une obligation, mais parce que je veux passer ma vie à construire quelque chose de beau avec toi, à mener les batailles qui en valent la peine, à créer des opportunités pour les autres, et à s'aimer à travers tout cela ?» Les larmes ruisselaient sur le visage de Lila tandis qu'elle hochait la tête. « Oui, murmura-t-elle. Oui, à tout cela. » La bague glissa parfaitement à son doigt alors que des applaudissements éclataient autour d'eux. Leur moment privé avait attiré un sacré public, mais aucun d'eux ne le remarqua, trop perdu dans le regard de l'autre, dans la promesse de leur avenir commun. Depuis la scène, le quatuor recommença à jouer, une mélodie douce et pleine d'espoir qui semblait capturer tout ce qu'ils ressentaient. Amour, justice, guérison, espoir, tout entrelacé dans une symphonie de possibles. Alors qu'ils dansaient lentement sur la musique, entourés par la joie des rêves renouvelés et des secondes chances, Lila et Elliot savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Leur histoire d'amour n'avait pas commencé par une romance de conte de fées, mais par le courage de se battre pour ce qui est juste, et cela la rendait d'autant plus précieuse, d'autant plus réelle. La fondation continuerait de grandir et d'aider les autres. La musique continuerait de jouer, et leur amour, né au milieu de la lutte et renforcé par un but commun, éclairerait le chemin vers tous les défis et triomphes qui les attendaient. Chapitre 11, bâtir la confiance. La galerie d'art bourdonnait de conversations animées tandis que donateurs et artistes se mêlaient sous les lustres en cristal. Ce n'était pas la même galerie où Lila et Elliot s'étaient connectés pour la première fois autour d'une appréciation commune des artistes émergents. C'était quelque chose d'entièrement nouveau. L'initiative artistique de la Fondation avait transformé un entrepôt abandonné en une vitrine pour les jeunes talents, mettant particulièrement en avant les œuvres des étudiants touchés par les manigances de Victor. Lila se tenait devant une toile saisissante, sa bague de fiançailles accrochant la lumière alors qu'elle désignait les coups de pinceau audacieux. Mia a peint ceci après sa première semaine de retour à l'école, expliqua-t-elle à un collectionneur intéressé. Elle l'appelle seconde chance. La peinture semblait pulser d'énergie, l'obscurité laissant place à la lumière, le chaos se transformant en harmonie. Comme tout dans la galerie, elle racontait une histoire de résilience et d'espoir. Elliot observait depuis l'autre bout de la pièce, le cœur gonflé de fierté et d'amour. Au cours des 3 mois suivant leur fiançailles, Lila s'était jetée corps et âme dans la révolution de l'approche de la Fondation envers l'éducation artistique. Sous sa direction, le programme s'était étendu au-delà du simple financement pour créer de réelles opportunités d'expression créative et de guérison. « Elle est remarquable, » dit Elena Wong en venant se placer à ses côtés. L'artiste dont l'œuvre avait jadis capté leur attention lors de la vente aux enchères était désormais une conseillère clé pour l'initiative. Les étudiants lui font confiance parce qu'ils savent qu'elle s'est battue pour eux. « Nous l'avons tous fait, » répondit Elliot, mais il comprenait ce qu'Elena voulait dire. Le lien de Lila avec les étudiants allait au-delà du dévouement professionnel. Elle se voyait dans leur lutte, leurs rêves, leur détermination à créer de la beauté à partir de la douleur. Le vernissage de la galerie était plus qu'une simple exposition, c'était une déclaration. Chaque pièce exposée représentait une histoire de rétablissement et de renouveau. Les nouvelles politiques de transparence de la Fondation signifiaient que les donateurs pouvaient voir exactement comment leurs contributions étaient utilisées, avec des mises à jour régulières des étudiants eux-mêmes. Lila traversa la foule pour les rejoindre, sa robe noire simple, élégante mais discrète. Elle avait refusé de laisser sa nouvelle position changer sa nature profonde. Elle était toujours l'enseignante passionnée qui croyait au pouvoir de l'art pour transformer des vies. La Fondation Hawthorne vient de promettre des bourses universitaires complètes pour 5 de nos étudiants, annonça-t-elle, les yeux brillants. Y compris les frais de scolarité du conservatoire pour Mia. Elliot l'attira contre lui, déposant un baiser sur sa tempe. « Tu as fait ça » murmura-t-il.
Nous avons fait ça, corrigea-t-elle. Nous tous, en travaillant ensemble. Elena s'excusa pour parler avec quelques étudiants, les laissant dans un moment de calme au milieu de la célébration. Ils se dirigèrent vers un coin plus privé, où un petit jardin de sculptures créait un espace intime rappelant leur première rencontre. « Tu te souviens de la première fois où nous avons discuté d'art » demanda Lila en passant ses doigts le long d'une courbe de marbre. « À la vente aux enchères, quand tu m'as surprise à analyser le coup de pinceau. Je me souviens avoir pensé que je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui voyait aussi clairement sous la surface. » Elliot prit sa main, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. « Tu n'étais pas impressionné par les noms prestigieux ou les prix affichés. Tu te souciais de l'histoire que chaque pièce racontait. L'art a été mon premier amour, admit-elle. Avant l'enseignement, avant la justice, avant toi. Bien que tu lui aies certainement fait concurrence dans le département de l'amour. » Il gloussa, l'attirant plus près. « En parlant de concurrence, as-tu réfléchi davantage au plan du mariage ?» Leur fiançailles avait suscité un intérêt médiatique immédiat, les chroniqueurs mondains spéculant sur ce qui serait sûrement l'événement social de la saison. Mais Lila avait d'autres idées. En fait, oui. Elle se tourna pour lui faire face. « Que penserais-tu de l'organiser ici, dans la galerie ? Pas seulement comme un lieu, mais comme une déclaration. Nous pourrions en faire une collecte de fonds pour le programme artistique, exposer le travail des étudiants, célébrer tout ce que nous avons construit ensemble. » Ses yeux pétillaient d'excitation. Au lieu d'arrangements floraux coûteux, nous pourrions exposer des sculptures. Plutôt que de la musique traditionnelle, nos étudiants pourraient jouer. Faire en sorte que ce soit plus que juste nous. Elliot sentit son cœur s'élargir d'amour pour cette femme qui pensait constamment aux autres, qui voyait des opportunités d'aider dans chaque situation. « C'est parfait, dit-il doucement. Absolument parfait. Vraiment ? Tu ne dis pas ça juste pour me faire plaisir ? Il prit son visage entre ses mains. Lila, depuis le moment où tu es entrée dans mon bureau, tu as remis en question chaque préjugé que j'avais sur la façon dont les choses devaient être faites. Tu m'as montré que le vrai changement se produit quand on pense au-delà des conventions, quand on fait passer le sens avant les apparences. Des larmes scintillaient dans ses yeux. J'avais tellement peur ce jour-là, avoua-t-elle. Pas de toi, mais d'échouer, de ne pas être capable de protéger les gens qui avaient besoin de protection. Et maintenant, regarde ce que tu as construit. Il fit un geste vers la galerie, pleine d'art et d'espoir. Tu n'as pas seulement exposé la corruption, tu as créé quelque chose de magnifique à la place. Leur baiser fut doux et plein de promesses. Interrompus par le bruit de rire d'adolescents, ils se retournèrent pour trouver un groupe d'étudiants feignant rapidement de ne pas les avoir observés. « Mademoiselle Lila » appela l'un d'eux, « pourriez-vous venir voir ma pièce ? L'éclairage n'est pas tout à fait bon. » « Vas-y, dit Elliot avec un sourire. Tes admirateurs t'attendent. » Mais Lila le surprit en lui prenant la main. « Viens avec moi. Ces étudiants ont besoin de savoir que l'art n'est pas seulement une expression individuelle. C'est construire des liens, créer une communauté. » Alors qu'ils se déplaçaient ensemble dans la galerie, Elliot fut frappé par la naturalité avec laquelle Lila équilibrait ses rôles. Elle était toujours l'enseignante dévouée, offrant des conseils doux et des encouragements, mais elle était aussi une avocate puissante, parlant avec confiance aux donateurs de l'importance du financement des arts. Et à travers tout cela, elle restait authentiquement elle-même, passionnée, compatissante et n'ayant pas peur de se battre pour ce qui comptait. Plus tard dans la soirée, après le départ des derniers invités et le retour au calme de la galerie, ils marchèrent ensemble parmi les œuvres d'art. Chaque pièce racontait une histoire de transformation, non seulement des étudiants qui les avaient créées, mais de la fondation elle-même. « J'ai eu une réunion avec le conseil aujourd'hui, » dit Elliot, alors qu'il s'arrêtait devant une installation particulièrement émouvante. Ils veulent étendre le programme au niveau national, créer des initiatives artistiques dans des communautés touchées par des fraudes similaires. Les yeux de Lila s'agrandirent. « Vraiment ? Ce serait incroyable. » « Un défi, ajouta-t-il. »« Exactement ce que tu espérais, » rit-elle, avant de redevenir sérieuse. « Mais cela signifierait plus de voyages, plus de temps loin de la maison. Alors nous le ferons ensemble. » Il la prit dans ses bras. « C'est ça le partenariat, non ? Soutenir les rêves de l'autre, mener les batailles qui comptent, construire quelque chose qui a du sens ensemble. » Ensemble, répéta-t-elle en posant sa tête sur son torse. J'aime comme ça sonne. À travers les fenêtres de la galerie, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles.
Quelque part là-bas, d'autres communautés attendaient le genre de transformation dont ils avaient été témoins ici. D'autres étudiants avaient besoin de la chance de raconter leur histoire à travers l'art. D'autres batailles pour la justice et l'opportunité devaient être menées. Mais pour l'instant, dans ce moment de calme, entourés par la belle preuve de ce qui était possible, Lila et Elliot se tenaient simplement l'un contre l'autre. Leur amour était passé de quelque chose d'arrangé à quelque chose de réel, quelque chose d'assez puissant pour changer des vies et guérir des blessures. L'art sur les murs parlait de seconde chance et de nouveau départ. Leur mariage à venir célébrerait non seulement leur union, mais la communauté qu'ils avaient aidé à bâtir. Et leur avenir s'étendait devant eux, plein de possibilités et de sens. « Je t'aime », chuchota Lila dans le calme paisible. « Je t'aime aussi », répondit Elliot, la voix riche d'émotion. Chaque jour, d'une nouvelle manière. Ils construisaient plus qu'un mariage. Ils bâtissaient la confiance. La confiance l'un en l'autre, en leur vision partagée, en le pouvoir de l'amour pour transformer des vies. Et cela, ils le savaient tous les deux, était le plus grand chef-d'œuvre de tous. Chapitre 12, un nouveau départ. La galerie avait été transformée pour le mariage. Les œuvres des étudiants remplissaient chaque espace, chaque pièce racontant une partie de leur histoire. Des sculptures remplaçaient les arrangements floraux traditionnels. Des peintures servaient de toile de fond à l'autel. Et le soleil de l'après-midi traversait des installations de vitraux créées par les artistes les plus récents de la fondation. Lila se tenait devant un miroir, dans ce qui avait été autrefois sa salle de classe, désormais convertie en suite nuptiale. Sa robe de mariée était élégante dans sa simplicité, une soie ivoire qui semblait briller de l'intérieur, tout comme la mariée elle-même. Au lieu de bijoux élaborés, elle ne portait que 2 pièces, le médaillon de sa mère et sa bague de fiançailles. Mia, désormais étoile montante au conservatoire, aida à ajuster les lignes fluides de la robe. « C'est parfait », dit-elle doucement. Tout comme cette journée entière. Par la fenêtre ouverte, elle pouvait entendre le quatuor à cordes tous étudiants de la fondation en train de répéter. Ils tissaient ensemble des morceaux classiques et des compositions originales, créant quelque chose à la fois intemporel et nouveau. « Mademoiselle Lila ?» Jamal apparut dans l'encadrement de la porte, élégant dans son smoking. « C'est l'heure. » Lila prit une profonde inspiration, touchant le médaillon de sa mère. Au cours des mois écoulés depuis cette première réunion arrangée dans le bureau d'Elliot, la vie s'était transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le travail de la fondation s'était étendu au niveau national, aidant des communautés à guérir de manigances similaires. Le témoignage de Victor avait mené au démantèlement de multiples opérations criminelles. Mais surtout, l'amour avait fleuri à l'endroit le plus inattendu. Le hall principal de la galerie devint silencieux alors que la musique changeait. Lila descendit une allée bordée d'art représentant la guérison, l'espoir et les nouveaux départs. Mais ses yeux étaient fixés sur Elliot, debout sous une arche de métal sculpté et de verre qui captait la lumière comme des étoiles prisonnières. Son visage, lorsqu'il la vit, fit bondir son cœur. Ce n'était pas l'homme d'affaires poli qu'elle avait rencontré la première fois, mais l'homme qui s'était battu à ses côtés pour la justice, qui comprenait son cœur, qui l'aimait pour ce qu'elle était exactement. La cérémonie fut uniquement la leur. Au lieu de lecture traditionnelle, des étudiants partagèrent des histoires de transformation. Leurs vœux parlaient non seulement d'amour, mais de but et de partenariat. Lorsqu'ils échangèrent les alliances, le métal avait été forgé avec de petits morceaux de la clé de l'entrepôt, un rappel de là où leur voyage avait commencé. L'amour, dit l'officiant, ne concerne pas seulement la romance. C'est choisir de se tenir ensemble, de se battre pour ce qui est juste, de construire quelque chose qui a du sens. Ces deux-là nous ont montré que le véritable amour peut transformer non seulement 2 cœurs, mais une communauté entière. Leur premier baiser en tant que mari et femme fut accueilli par des applaudissements et de la musique, une composition étudiante qui s'élevait avec espoir et possibilité. Lorsqu'ils se retournèrent pour faire face à leurs invités, Lila et Elliot ne virent pas seulement famille et amis, mais une communauté qu'ils avaient aidé à construire. La célébration qui suivit fut un témoignage de leur vision. Au lieu d'une réception traditionnelle, la galerie devint une vitrine de talent et de triomphe. Les étudiants récitèrent de la poésie et jouèrent de la musique. Des œuvres d'art furent vendues aux enchères pour les nouvelles initiatives de la fondation, et des histoires furent partagées sur des vies changées et des rêves renouvelés. Plus tard, alors qu'ils dansaient parmi les œuvres d'art qui racontaient leur histoire, Elliot serra Lila contre lui. « Heureux » murmura-t-il. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible. » Elle leva les yeux vers lui, le regard brillant. «
As-tu jamais imaginé, ce premier jour dans ton bureau, que nous finirions ici? Je savais que tu étais spécial, admire, mais je n'avais aucune idée d'à accent grave quel point tu changerais mon monde. Notre monde, corrigea-t-elle doucement. Tout ce que nous avons construit, nous l'avons construit ensemble. La musique changea pour un morceau qu'ils reconnurent tous les deux, la symphonie qu'ils avaient entendue lors de leur 3e soirée ensemble, mais cette fois arrangée et interprétée par leurs étudiants. Elle portait une nouvelle signification, elle ne parlait pas de fin, mais de commencement. Alors que la soirée touchait à sa fin, Lila et Elliot se tinrent devant les fenêtres de la galerie, regardant les lumières de la ville scintiller comme des promesses. Derrière eux, leurs invités continuaient de célébrer parmi l'art qui représentait tellement plus que de la décoration. Tu sais, dit doucement Elliot, certaines personnes pourraient dire que notre histoire a commencé par un arrangement, mais elles auraient tort. Lila termina sa pensée. Elle a commencé par le courage, par la détermination de se battre pour ce qui est juste. Et elle a mené à l'amour, le genre d'amour qui construit des choses, qui crée le changement, convainc-il. Qui écrit de nouvelles histoires. Leur baiser était doux de promesses et de possibilités. Autour d'eux, la galerie se dressait comme un testament de ce qui pouvait être construit sur les cendres de l'injustice, beauté, espoir, communauté, amour. Leur histoire d'amour n'avait pas suivi un chemin traditionnel, mais elle les avait menés exactement là où ils devaient être. Alors qu'ils quittaient la galerie ce soir-là, entrant dans leur avenir ensemble, tous deux savaient que ce n'était pas vraiment une fin. C'était, comme le titre du chapitre le suggérait, un nouveau départ. Il y aurait d'autres batailles à mener, d'autres vies à toucher, plus de beauté à créer, mais ils affronteraient tout cela ensemble. Leur amour renforcé par un but partagé et une confiance inébranlable. Le prix de la liberté, ils l'avaient appris, ne se mesurait pas en nuits arrangées ou en accords commerciaux. Il se mesurait au courage, à l'engagement envers la justice, à la volonté de se battre pour ce qui compte le plus. Et parfois, si l'on était très chanceux, cela menait au genre d'amour capable de transformer non seulement deux vies, mais d'innombrables autres. Leur histoire serait racontée dans l'art qui tapissait les murs de la galerie, dans la musique créée par leurs étudiants, dans les vies touchées par le travail de leur fondation. Elle rappellerait aux autres que le véritable amour n'est pas une question de fin de conte de fées, mais le choix de se tenir ensemble, de mener les batailles qui en valent la peine, de construire quelque chose de beau à partir de tout ce que la vie présente. Et cela, ils le savaient tous les deux, était la plus grande histoire d'amour de toutes.